Oui, oui, on est content d'être en votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui mardi et vous êtes là à la maison. Vous nous regardez, ça nous fait plaisir. Merci d'être en notre compagnie. Je suis en compagnie de Daouda. Bonsoir Daouda, Sa Majesté. Bonsoir Brico, mon Brico. Non. Mon Brico à moi. Pas du tout. Ne te fâche pas. Pas du tout, pas Je du sais tout. pourquoi. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Laissez-moi- Mon Brico. Laissez-moi tranquille. Le Brico. Bonsoir Rihanna. Brico le loup. Je réponds pas. Je te donne ça après. Je te donne ça après. Devant tout le monde. Hein. Devant tout le monde. Je te donne ça. Rihanna, assieds-toi. Donc tu veux lui faire les salutations maintenant? Non, que pour Rihanna. Bon, ok, moi je vais acheter 10 000. Alors, 10 000 lui, quand même, dessus. bénéficie de. On va dire quand même, il a quand même. Parce qu'il a fait un petit effort. Kevin Aubin. Notre Brico. Comment Ça va, Brice? Ça va et vous? Oui, alors, est-ce qu'on peut préparer la chanson? Non, moi-même, je demande ça Non, aujourd'hui non, parce non, que non, je veux non. me venger. Ah bon? Isa- J'ai dit je donne après, non? Après? Oui. Ah, très bien. Isabelle, on peut bloquer la chanson. Brice est dans un chantage émotionnel qui dit pas son nom. Bonsoir Isabelle Sapin. Ben oui, bien sûr. super. Vous êtes magnifique dans cette tenue. Merci beaucoup, Franchement, j'adore les couleurs. oui. Coucou à Guy Serge, c'est lui qui m'a sublimé ce soir. Franchement, vous nous faites penser à un bonbon. Un C'est joli vrai, bonbon. C'est vrai. la Un couleur. joli bonbon de Noël. Ouais, bah On est Noël dans- c'est bientôt. c'est J'attends mes bientôt. cadeaux d'ailleurs. Très très bien. Ah, vous attendez cadeau? Ça commence fort hein, sur ce plateau là. On doit commencer à décaisser fort sur ce plateau. Oui, oui, c'est ça. Non, mais après, est-ce que vous avez commencé les décos de Noël chez vous? Pas du tout. Non. Tu sais, chez nous, à Yopougon, les décos de Noël, c'est pas ça le plus important. Le plus important, C'est c'est ce la qu'on a bouffe. mangé à Noël. C'est les guirlandes, tout ça, c'est pas. Mais moi par contre, je ne fête pas Noël. Oui, parce que vous êtes musulman. Oui. Ça se comprend, ça se comprend. Mais on peut t'inviter. Mais par solidarité, au On moins, peut vous pouvez t'inviter. accompagner. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On m'invite, je viens, Pour je manger mange. chez les gens là, tu Tranquillement. veux. Oui, Mais non, parce que tu es d'accord avec moi sapin de Noël, qu'à la fête des vous chantez. Ramadan, Tabaski, on invite les gens. C'est ça, tout à fait. C'est la même chose, c'est le partage Donc c'est Noël. c'est réciproque. Oui, parce que si vous mettez le sapin choco, vous chantez « Il est né le divin enfant », l'imam même va vous appeler pour dire Daouda, Moulébé. Moulébé. Non, mais je pense quand même qu'on peut, tu peux au moins contribuer à permettre à des personnes d'être heureuses. C'est vrai que toi, tu ne le célèbres pas, mais au moins des personnes qui, elles, célèbrent. Non, en fait, aujourd'hui, à cause du brassage culturel, en fait, tu payes des cadeaux pour les cadeaux, c'est enfants ça, et c'est tout ça, et mais tout. bon. Parce que tu ne vas pas laisser ton enfant seul. C'est ça, ça. c'est ça. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais en faire une fête que moi, non, spécialement. Mais on comprend, on comprend. Voilà. C'est comme le jeu Tabaski. On n'a pas de mouton. C'est ça. Mais on vous en donne quand même. C'est ça, c'est ça. Il y a même des chrétiens qui cuisinent du mouton hein, c'est le jour de la Oui, Pâque. c'est un souci de solidarité culinaire. Culinaire. Élisée Boulougbé, vous avez déjà commencé la déco de Noël? Non, pas encore. Tu attends quoi? Mais c'est prévu. C'est Vous allez prévu. décorer le 24 décembre matin? Et retirer le 26. Et le 26, Mais il va aller parfois tomber. aussi, c'est stratégique de le faire le 24. Parce que bien avant, tu seras obligé de faire 2 ou 3 fois la déco. Donc souvent, stratégiquement, on attend de se rapprocher vraiment de la date. Et puis quand on fait la déco, c'est une bonne fois pour toutes, quoi. Parce que les enfants, ils ne voient pas illuminés. Hein. Dès qu'ils voient, dès qu'ils commencent déjà. Très bien. Voilà. Rihanna, moi je suis sûr que vous avez commencé vous. Non, j'ai pas commencé. Très bien. J'ai pas commencé pour changer. Changer, c'est ça. Bah Isabelle, hein. Bah écoute, moi je suis en plein déménagement, donc sur ma liste de priorités, la déco de Noël, ça vient vraiment Mais tu en déménages dernier, pourquoi? quoi. Tu ne nous as pas dit. Bah écoute, ça c'est pas C'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Ah, je te balance un Voilà, petit elle peu, fait sa vie ce qu'elle veut. Je peux te balancer. Non, mais hein. justement Non, parce non, que... non, mais plus sérieusement, non, c'est juste pour avoir plus d'espace. d'espace, oui, bien voilà. sûr. Et puis pouvoir te recevoir à Noël, faire un. Oh là là, un Isabelle, bon je dîner, t'aime hein. à mourir. Ah, vous Je savez sais que... que- dévolu, vous vous souvenez de ce mot, dévolu? C'est ça. Jette son dévolu. Ah, les gens ont fait semblant de ne pas avoir entendu. J'ai fait bim. Non, j'en parle parce que pour ma grande révision, eh bien, on va un tout petit peu parler des achats avant Noël. C'est pas le jour de Oui, Noël, c'est on bien parle ça. des achats avant Noël. En ce moment, les sapins, les prix des sapins, moi je pense que je vais acheter mon sapin la prochaine fois, le 3 janvier. Tu vois, le sapin qui coûtait 30 000 coûte 90 000. Je l'ai vu la dernière fois parce que je voulais payer le sapin. Je voulais l'acheter. Donc, je crois que c'est... Est-ce qu'il y a une forme de règles d'achat pour dire qu'il faut acheter les décos et tout ça bien avant Noël ou à quelques jours de Noël? Qu'est-ce qui est plus avantageux? Enfin, moi, je pense que c'est une stratégie commerciale qui n'est pas propre qu'à Noël. Par exemple, quand tu décides de prendre un billet d'avion, plus tu le prends beaucoup plus
à l'avance, Plus tôt, ouais. plus moi, tu le c'est prends moins beaucoup cher. plus tôt, Tu le plus prends à moins de le coût. billet est beaucoup moins cher que quand tu le prends à 2 jours de ton voyage. Donc c'est une stratégie commerciale qui est assez Mais est-ce que c'est répandue. important de décorer sa maison aujourd'hui à Noël? Vous disiez tout à l'heure, pour Ayopougon, ce n'est pas votre priorité. Moi, par exemple, à Paris, je vis seul. Non, je n'ai jamais décoré mon appart parce que je vis seul, je m'en fous. Mais je veux dire, j'ai pas d'enfants, mais pour des gens qui ont des enfants comme Élisée, je pense que pour les enfants, c'est idéal de le faire, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, ça crée une atmosphère conviviale, de fête, etc. Plein de paillettes et tout. C'est ça. Et puis surtout les guirlandes avec la musique, tout ça, on chante en fait des chansons de Noël. Enfin, surtout quand on a des enfants, c'est sympa. il y a Ou des trucs, bien C'est même- sympa, mais c'est surtout cher. Non, ce que moi je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que, en fait, les gens, quand ils vont acheter les sapins, dès qu'ils finissent, ils les jettent. Oh, il y a des sapins qu'on monte, après tu les démontes, tu attends les Non, prochaines. non, mais je crois que Les gens ne pas. Hein. de plus en plus, on ne jette plus. Hein. Voilà, tu vois, parce qu'après, si tu les démontes, après la Noël, Oui. tu remontes, tu n'as pas acheté. Moi, ça, j'ai c'est utilisé bien. le même sapin 2 ans, l'année dernière et avant. Mais là, je ne peux plus l'utiliser parce que bon, les enfants ont trop vu le sapin. Et puis après, il a pris la poussière, le rangeant. Donc... Mais je crois que le sapin chez mes parents, ça doit faire 5 ans qu'ils l'ont quand même. C'est Ils sont toujours agnis le même. Non, ils sont pas agnis. Oh non, mais Ils sont Brice. pas agnis. Ça doit faire 5 ans qu'ils l'ont. Bon, c'est toujours Mais ça fait 5 ans qu'ils ont le même sapin. Bah Oui, mais ça. Non, mais c'est si, ça aussi, c'est bien Ce serait conservé. dommage. Non, mais- Voilà. mais Il au- n'est pas abîmé. mais- je veux dire, ce serait Mais dommage 5 de ans quand changer. même. Mais, non, mais en plus, eux, ils rangent mieux que Brice, en fait. Brice, c'est tellement son sapin, il a mis d'un débarras. Oui. Donc, c'est différent des parents, peut-être de. Non, parce Ryan, qu'après, qui le peuvent sapin, pour vraiment le bien ranger, il faut, à l'abri de la il faut poussière et plier tout ça. les important. tiges. Après, il faut les ressortir. Oui, il faut les replier. Voilà, après, bien faut les les ressortir. Non, mais au-delà même de ça, au-delà même de la conservation, ça dépend aussi de la qualité du sapin. Quand ça. tu achètes un sapin qui a de très bonne qualité, il peut durer avec toi 5-10 ans. Maintenant, si tu achètes un sapin qui coûte De 20 000 francs, bien 30 tu ne 000. peux pas attendre du sapin qu'il soit intact pendant 15 ans, Brice. Non, mais Donc, Kevin, nous, on achète ça fait Oui, les c'est 20 pas ans, le- 23 ans. Peut-être acheter quand à 100 000. Les enfants, même pas connaissent le papa. Tu te rappelles, ça fait 10 ans dans le sapin. Non, mais parce qu'après, il y a des nouveautés de sapin. Parce que j'ai changé de sapin parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres. Les premiers sapins, ceux que j'ai achetés, par exemple, c'était des sapins ordinaires. Ah, il fallait les décorer avec des guirlandes et tout. Alors que j'ai découvert un sapin qui a des guirlandes, les ampoules incorporées. Donc, tu as juste qu'à brancher et tout ça allume dedans. Mais tu sais qu'il y a- Parce que moi, mes enfants, ils arrachaient les lumières. Mais il y a des sapins maintenant avec des enceintes Bluetooth. Oui. On peut se connecter avec son téléphone c'est ça. et jouer de la musique. C'est ça, c'est ceux-là. C'est Ouais. bien. Voilà, je parlais un peu de ceux-là. Ouais, moi, c'est en faisant les boutiques, en fait, il y avait déjà des sapins blancs, des sapins verts. C'est Mais là, ça. j'en ai vu un rose et il est magnifique. Voilà. Sapin rose, rose poudré. C'est ça. Ah, mais lui, je l'imagine Faut à faire côté référence. à côté de ta robe. Hein. Ah, je l'imagine à côté de la robe. C'est-à-dire que si on met ce sapin, Ouais, on non, met mais- ce sapin dans ton salon, tu t'arrêtes à côté, tu deviens la fée de Noël. Bon, on verra si l'émission. Non, plutôt dans mon dressing. Je pense que Ouais, Rayana en va fait, c'est savoir ça, de quoi il y a je une place, parle. il y a une place pour ça. Oui, on a un Super coude. place. Ah, vous parlez. Très bien. En tout cas, je pense quand même que très bientôt, vous aurez l'occasion de voir notre plateau décoré aux couleurs de Noël, parce que c'est bien de parler à la maison, mais on aura notre vrai, plateau ouais. également décoré. C'est ça, je vous en fais la promesse. Par contre, oui, elle parlait de sapin. Donc, alors, ce message est pour les parents de Rayana. Bonjour papa, bonjour maman de Rayana. Il y a de nouveaux sapins qui sont sortis. Il y a plus. Il y a des sapins roses poudrés. Jetez-moi ces sapins qui durent depuis 5 ans dans votre débarras. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Bon, les amis, passer la grande révision, on a évoqué l'image du jour. La toute première, eh bien, elle concerne la mesure d'interdiction de pétards. La police rappelle donc que vendre et utiliser des pétards que mon cher Élisée Bologbeu ici a Affection affectement Non, comment affection? Arrête ça. Comment affection? Il affectionne a les permis pétards. qu'on se souvienne du nom Bangé. C'est ça. Donc, il y a une interdiction en Côte d'Ivoire de l'utilisation des pétards. Une interdiction qui date de, je pense, après 99, après le coup d'État. C'est après le coup d'État. De parce que 99. On ne s'attendait pas, on n'avait jamais vu de coup d'État des tirs. Juste après ça, les autorités ont interdit. Mais je suis d'accord. Voilà. Je vous donne pour la petite histoire, pour utiliser une expression de vous. Ma mère, qui n'avait jamais entendu les tirs de sa vie, sortait le 24 décembre de la maison et elle entendait des tirs. Elle est sortie tout de même aller faire des achats pensait que parce c'était qu'elle des- elle imaginait que Dingue. c'était des des pétards. C'est ça. Et elle s'est retrouvée nez à nez avec des soldats qui étaient Encagoulés. encagoulés. Mais plus Noël, elle hein, ça. a été traumatisée jusqu'à Ouais, non, aujourd'hui. j'imagine, franchement. Et donc, du coup, après, chaque fois qu'elle entendait
des pétards, mais elle rentrait encore dans une forme de traumatisme. Ouais. Et c'est dommage. Donc je crois que c'est important, mais que surtout le ministre de la Sécurité, donc, que la police nationale rappelle qu'il y a une interdiction, c'est parce que, nonobstant cette interdiction, on constate qu'il y a encore des personnes qui vendent impunément des pétards ou qui l'utilisent, comme 2 de mes voisins, à qui je vais les rappeler ça tout à l'heure. Moi, j'ai Mais c'est pas ça le juste besoin d'une problème. clarification. Moi, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a une différence entre pétard, donc ce qu'on appelle Bangé ici, feu d'artifice. et feu d'artifice? Ou bien Non, c'est c'est classifié différent. dans Non, le mais, même, moi je sais par exemple que même quand on va faire les tirs de feu d'artifice, on prévient, il y a des communiqués, on prévient, il y a des autorisations pour organiser donc le truc. Et des puis feux. c'est fait par des... En fait, Par des- si vous regardez, c'est fait par des professionnels. Ceux qui font les feux d'artifice, actuellement, ils Mais sont en c'est train pas les de... pétards, du coup. Non. Non, non. Voilà, mais c'est... Il y a des feux d'artifice en pétard. Maintenant, moi, la problématique, ce qui me pose problème dans cette affiche, c'est qu'on dit c'est interdit à la vente, mais personne ne dit c'est interdit à L'importation. Comment ça rentre? Comment ça rentre en fait? Parce que dernièrement, j'ai une amie qui partait au Ghana, elle m'appelle, ah, je vais au Ghana, tout ça. Il dit, tu vas acheter quoi? Il dit, non, je vais acheter des pétards. Il dit, mais tu sais pas que c'est interdit. Il dit, si tu te fais prendre, il ne faut pas m'appeler. Hein. Elle part au Ghana juste pour acheter des pétards. Pour acheter ça, oui, je Dans le sauveur. Oui, mais bon. Non, mais à la décharge de ton ami, moi, c'est en préparant l'émission, quand j'ai vu le déroulé de l'émission, c'est comme ça, moi, j'ai appris que les pétards étaient interdits parce que moi, j'ai grandi, j'ai jamais utilisé de pétard parce que moi, je suis un gros peureux, mais j'ai grandi avec Dans cette l'occurrence, culture-là elle dans mon respecte. quartier. Voilà, tous les enfants du quartier s'adonnaient à cette pratique. Donc, j'étais choqué et étonné de voir que c'était interdit depuis 99. Ouais. Je ne savais pas. Mais est-ce que vous savez que, par exemple, ces pétards, pourquoi est-ce que c'est interdit même au-delà de ça? Quand tu regardes sur les réseaux sociaux l'année passée, à Bobo, mais les enfants se tiraient dessus avec pétards. les pétards. Ils ont C'est ce qu'on appelle l'effet Ils ont d'artifice qui saute là. l'imagination là-bas. Ils se tirent dessus. Et souvent, ces pétards, quand ils le jettent, ils veulent le reprendre pour le jeter. Il y en a qui se blessent. Et pire- J'ai vu des enfants qui ont perdu les doigts. Et pire, avant Élysée, c'est que justement, on parlait de perte de doigts. C'est que nos pétards de l'époque qu'on appelait Bangé, c'était des petits engins comme ça. Mais de plus en plus, ça ressemble à des bâtons de dynamite. Mais exactement. C'est de vraies armes, finalement. Il faut s'en méfier. Et, Oui, effectivement, il faut s'en méfier. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure Kevin, sur la question du fait que lui-même était surpris, choqué de voir que cette mesure existe depuis des années. Ce d'autant plus que durant son enfance, il a entendu parler. Mais justement, parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les gens ne font pas leur travail. C'est dommage de le dire souvent, mais c'est un peu ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre des mesures, mais il faut se donner les moyens de faire appliquer ces mesures. Voilà. Si on a pris des mesures et qu'on se rend compte après que les gens ne respectent pas ces mesures, et ceux même qui ne respectent pas les mesures, consciemment savent que rien ne peut leur arriver, mais vous voyez qu'on s'en va dans une société d'impunité. Et c'est ça le problème, justement. C'est-à-dire aujourd'hui, cette mesure existe, il est bien d'en parler à toute la nation pour dire que la mesure existe. Donc même les voisins peuvent être des policiers de leurs voisins. Moi, je vois quelqu'un qui fait le pétard, peut-être que la police n'est pas sur place, mais je vais le signaler à la police. Dans mon quartier ici, il y a quelqu'un qui fait le pétard, le voici. Pour qu'arrive à un certain moment quand même, mais le problème aussi, c'est que quand je signale, il faut que je sois aussi rassuré qu'effectivement quelque chose sera fait. Il ne faut pas que je signale et après je sois livré à la vindicte. Tout ça aussi, il y a tout ça aussi voilà, qui rentre en ligne de compte. Donc il faut qu'on se donne les moyens. Avant même d'arriver chez le voisin, je veux dire, les gens même qui vendent les pétards, ils ne se cachent pas. Je pense C'est qu'ils de la vendent rue, ça au bord de ils la le vendent de la rue. rue. C'est de tout ça que je parle. C'est de tout ça que je parle. Parce que quand vous dites que la mesure ou l'usage des pétards et de substances explosives est strictement interdite, La vente, il y a c'est une déjà. brigade même déjà qui contrôle tout ce qui est vendu en fait. Donc il y a une brigade qui est mise en place pour veiller à ce que les dispositions, les mesures prises là soient respectées. Donc c'est cette brigade déjà qui doit faire son travail pour dire que tout ce qui, on doit sillonner tous les marchés, les coins, les recoins, tous ceux qui vendent là, ils doivent être poursuivis et sanctionnés à la rigueur de la loi. Donc c'est vraiment, c'est ça le cœur du sujet en fait pour moi. Il ne s'agit pas juste de dire... Daouda évoquait avant vous donc, la question de l'importation. Pour dire, bon, déjà même pour qu'ils achètent, pour vous revendre, ça va être condamné. Mais avant même, comment on accepte que des stocks de pétards puissent encore entrer dans le pays depuis 1999? Bon, après, il y a des réseaux clandestins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il y a toujours des réseaux clandestins. Mais c'est pourquoi, justement, il ne faut pas juste se limiter au contrôle frontalier. Parce que le contrôle frontalier, les gens peuvent passer outre. Mais il faut aller sur les marchés. Ouais. Parce qu'après, quand ça quitte, ça traverse ces frontières-là, la finalité, c'est sur les marchés. Donc, il faut vraiment faire des descentes sur les Une des marchés. raisons qui a fait prendre cette décision au gouvernement, il y a aussi le fait que les pétards étaient utilisés pour déloger les élèves dans les établissements. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr. Ils passaient par ça. Les Donc, je congés crois- anticipés. Les congés anticipés. Et nous, à travers donc, ce point,
On souhaitait rappeler, parce que évidemment, on est censé dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais il est important également qu'on rappelle un certain nombre de mesures. Et on fait un peu là le travail de la police, mais c'est pas grave, c'est un travail citoyen qu'on fait, c'est un travail de responsabilité. Mesdames, messieurs, l'usage et l'utilisation des pétards en Côte d'Ivoire est strictement interdit. Si vous voyez quelqu'un qui vous vend des pétards, alias Banger, n'achetez pas. Si vous avez votre voisin qui a des pétards, peut-être qu'il ne sait pas que c'est interdit, certainement comme Kevin Aubin, eh bien, il faut lui dire que c'est interdit. Si vos enfants rentrent à la maison avec des pétards, dites-leur que c'est interdit. On peut faire la fête sans utiliser ceci. Vous mettez du Azaka Penou et c'est bon. Il n'y a pas besoin de... Ça a le même effet que les pétards, quoi. Ça a le même effet que les pétards. Oui, au final... Quelqu'un a dit, et merci beaucoup Maï dans mon oreille de me le rappeler, si vous l'utilisez, Betrabé 2. On va vous attraper. En tout cas, 2 Betrabé. Et le 2 même fait partie du baoulé désormais. Bon, les amis, la prochaine info, elle concerne Charles Blé Goudé, à Guibérois, qui réagit donc face à ses relations avec la ministre Belmondo Dogo. Daouda, je me tourne vers vous. C'est quoi l'histoire? Non, depuis le retour de Charles Blé Goudé, comme il avait annoncé, ça avait été même annoncé sur ce plateau, qu'il allait venir, il allait venir à la place CP1. Après cela, il allait partir chez lui dans la région du Gor, plus précisément à Pau, qui est son village, pour s'entretenir avec sa famille. Donc après s'être entretenu avec sa famille, Blé Goudé a décidé d'aller faire le tour de pratiquement toutes les sous-préfectures qui sont à gauche et à droite. Qu'on le veuille ou non, on ne sait pas pourquoi. Oui. Non, les faits, en fait, aujourd'hui, c'est qu'après, il est parti à... Comment on appelle ça? Mais en fait, j'explique, parce que si tu dis que tu estimes que c'est un commentaire, mais ce n'est pas un commentaire. Parce que Galébré, c'est le village de la ministre de la Solidarité, Miss Belmondo Dogo. Et de la lutte contre la pauvreté. Voilà, contre la pauvreté. Donc allons-y sur les faits. Voilà, c'est toujours les faits. Donc, en partant là-bas, il est parti une première fois le 7, mais il n'a pas pu... Qu'on appelle ça? Son meeting n'a pas pu avoir lieu. C'est après qu'ils ont réorganisé encore le meeting. Donc, les gens ont commencé à dire à gauche et à droite qu'il y aurait des problèmes entre les deux, puisqu'ils sont d'obédiences politiques différentes. Mais quand il tenait son meeting, Blé Goudé a dit qu'il n'y a aucun problème entre lui et Miss Belmondo. Je le cite, il n'y a aucun problème, aucun nuage entre la ministre Belmondo et moi. Ceux qui se tapent encore la poitrine et qui menacent n'ont absolument, enfin je rajoute absolument, n'ont rien compris, pour citer mot pour mot. Voilà. Et pour aller plus loin même, il a même dit qu'avant de venir par élégance, il a appelé pour lui dire que je venais dans ton village pour venir faire une nouvelle les parents. Voilà. C'est le monde à l'envers. Hein. Tant bien même qu'il y aurait des bisbilles, tant bien même qu'il y aurait des problèmes de personnes ou justement d'obédience politique entre ces deux personnalités-politiques-là, je ne comprends pas. Pour moi, il n'a même pas besoin de l'appeler pour tenir un meeting dans son village. Le village, avec tout le respect que j'ai pour cette ministre-là, le village ne lui appartient pas. Il n'y a pas de main mise sur un village par un homme politique. Nous sommes dans un état de droit. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Donc, s'il a envie de cabotiner dans le village et faire son meeting pour happer et appâter les gens du village, c'est son droit le plus absolu. Il n'y avait même pas besoin de l'appeler, en fait, pour lui dire « je vais dans ton village ». Non, mais Kevin, en fait c'est vrai, présenter comme ça, on peut estimer que ça peut être la norme. Hein. C'est ce que vous dites n'est pas faux. Mais après, il y a des formes de délégation. Non, voilà, pas que ce soit une obligation pour Blé Goudé d'appeler la Miss Belmondo pour lui dire qu'il sera à Galébré, qui est son village, où elle est députée d'ailleurs. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. En fait, Blé Goudé le fait, et c'est ce que je dis toujours aux gens. Voyez la démarche de Blé Goudé. Moi, je pense qu'il le fait dans le cadre de l'élégance politique. Tu vas dans le village d'une autorité, parce que c'est vrai qu'elle est native du village, mais c'est une autorité. Elle est ministre, donc tu lui dis par élégance, je me rends chez toi. Et je crois que ça a toujours été la démarche de Charles Blé Goudé. Ça aussi, il faut vous parlez d'autorité, mais moi je vais sortir un autre point qui peut être le point de la fraternité. Oui, la fraternité, exact. Parce que de la même région. Voilà, vous faites Kevin Aubin. Vous faites très bien même de le rappeler. Très souvent, les gens ne se limitent juste à ce que leurs yeux voient maintenant. Mais pour la gouverne de tous ici, hein, Miss Belmondo, qui est la ministre aujourd'hui de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, et Charles Blé Goudé se connaissent il y a très longtemps, se fréquentent, mais il y a très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se connaissent. Il y a très longtemps, depuis les années 2000, ils se connaissent très bien. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire de la Côte d'Ivoire a fait qu'elle occupe aujourd'hui le poste de ministre, mais ça reste une personne pour qui il a de la considération et avec qui il a quand même une certaine relation. Donc je crois que c'est dans cette optique-là qu'il se rend dans son village par élégance, je me rends chez toi. Mais en même temps aussi, il est important de restituer un peu les faits.
C'est vrai que le meeting qui était prévu le mercredi dernier, pour lequel Charles Blé Goudé était attendu à Galébré, mais déjà, hein, après avoir recoupé les informations, il n'est pas parti le mercredi. Voilà, le meeting n'a plus eu lieu parce qu'entre-temps, il a estimé, sinon le COJEP a estimé qu'il y a eu un souci d'organisation interne qui n'avait vraiment rien à voir avec le village. Parce que même les chefs du village, les chefs de la région étaient présents au meeting, mais il y a eu un souci d'organisation interne au sein je dirais du groupe même de Charles Blé Goudé, du COJEP, qui a fait que le meeting n'a pas pu avoir lieu et même il s'en est excusé vis-à-vis des chefs. Finalement, ça a été reporté au dimanche, où il s'est même rendu à Galébré, où vraiment la fête a été belle, où tous les chefs étaient là, tout le monde était là, en tout cas toute la population était là, et il leur a exprimé encore, je dirais, son affection, il leur a expliqué tout ce qui s'est passé, il leur a dit il est revenu, vraiment c'est le fils de la région, il a présenté ses condoléances pour tous ses parents qui sont disparus, qui n'étaient pas là, donc c'est pour dire l'un dans l'autre que tout s'est vraiment bien passé, il faut éviter... Mais ce qui pose question en fait dans tout ça, en fait, ce qui pose question, c'est que c'est vrai ce que tu dis, tu as parfaitement raison quand tu dis qu'il n'a pas besoin de parti, mais on est en politique. Et en politique, on sait qu'il bientôt il va y avoir des élections locales. au niveau local. C'est ça. Donc techniquement, quelles sont les ambitions de Blé Goudé, Goudé, tout et tout, voilà. qui viennent d'arriver, qui est qu'on appelle ça, dans un processus de réconciliation nationale. Et tu as ton village qui est Pau, qui est une sous-préfecture. Galébré aussi, c'est une sous-préfecture. Pourquoi il ne va pas à Gagnoa chez Laurent Gbagbo, mais il quitte chez lui, il va ailleurs. Donc, les gens se posent des questions. Et moi aussi, je me pose des questions. Non, mais là, il peut donner une réponse. Non, je peux donner une réponse à ça, si tu permets, Kevin. Par exemple, dans la mai, quand le président Laurent Gbagbo est parti dans la mai, il n'a pas appelé le Premier ministre Patrick Achille pour lui dire qu'il va dans la mai. Non. Donc, ce n'est pas une obligation que ce soit fait, mais c'est par élégance. Et comme Daouda l'a dit, c'est pour éviter en fait toute interprétation malsaine de la chose politique. Mais en fait, D'autant plus qu'il s'est inscrit dans un processus de ça. réconciliation, de cohésion et autres. Mais C'est tout. justement, quand vous prenez l'argument de l'élégance, c'est ce que moi je ne comprends pas. On est les premiers ici à dire que le clanisme, c'est un phénomène à bannir totalement. Donc, quand on dit c'est chez moi, c'est pas chez moi, tu dis pourquoi il ne va pas à Gagnoa et que finalement il se rend dans la localité de cette ministre-là, il est ivoirien. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, Oui, mais c'est ce que je te l'ai conseillé justement. On dit juste que c'est pas Moi, une élégance politique je prends un parce que exemple pour tout mène à caricaturer. interprétation. Je vais dire, vous êtes Kevin Aubin, vous habitez à Yopougon. Moi, je m'appelle Brice, j'habite à la Riviera, Palmeraie. Si je vais à Yopougon, je prendrai plaisir à vous appeler pour dire, Kevin, ah tiens, je suis chez toi. Pour dire, sait-on jamais. Dans ta belle commune de Yopougon. Il peut même avoir une situation. Vous organisez un meeting, vous pouvez avoir même besoin de quelqu'un pour vous aider. Donc, vous pouvez même vous appuyer sur un cadre local pour pouvoir vous accompagner dans l'organisation. Et il serait même de bon ton et de bon usage de pouvoir juste, par élégance, par courtoisie, donc juste informer la personne, je me trouve Non, chez mais toi. attention, Mais il ne faut pas que les gens fassent passer ça, justement, pour une obligation. Et c'est la précision qu'on veut. C'est très bien. Voilà, en fait, tu as résumé l'entièreté de ma pensée. Et je ne suis pas en train de dire que l'élégance, c'est quelque chose voilà, qu'on doit à bannir, à proscrire. Non, mais je suis en train de dire simplement, ce n'est pas une obligation. Voilà. Non, mais c'est ce qu'il a justifié lui-même. Il a évoqué les valeurs de respect. Il a dit qu'il le faisait déjà par respect vis-à-vis de la ministre, vis-à-vis de l'autorité, mais aussi de la personne et du député de la région. Donc, et c'est ce qu'il a dit. Il a lui-même justifié. Il a justifié clairement. Il l'a dit de façon précise. Il dit, si je ne lui dis pas, ça ne va rien m'enlever, ça ne va rien m'ajouter. Mais par élégance, puisque c'est une autorité et que lui, Blé Goudé, il a toujours dit, hier, il était attaché aux valeurs de la République. Aujourd'hui, il reste attaché encore aux valeurs de la République. Donc, pour ça, au moins, il va le lui dire. Alors, au-delà même du respect, c'est que stratégiquement, aller dans cette région et ne pas justement aller en désaccord ou sinon insister sur le respect, c'est aussi stratégique parce que si jamais il veut travailler dans cette région, il a besoin quand même d'être en bonne collaboration avec toutes les parties prenantes, sachant qu'elle est députée également. J'ai une dernière intervention sur le point parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Oui, non, on est plus d'accord sur le plateau. Oui, on est d'accord. C'est juste une précision que je voulais faire parce que suite à la question de Daouda, pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans le Gorge, Gbagbo et autres, je vais juste préciser que Galébré et le village de Pokobré, qui est le village de Blé Goudé, font partie du département de Guibérois. Alors que le village de Gbagbo, qui est Mama, fait partie du département de Ouragayo, qui sont deux départements très distincts. Ça explique pourquoi Blé Goudé va par exemple à Galébré et qu'il ne va pas parce que ce n'est pas dans la même zone. Très bien, c'est une précision qu'on note avec beaucoup d'intérêt, une précision très pertinente. Monsieur Lisée Bolougou, quand j'ai entendu Kpokpo, je me suis dit, tiens, pas loin de Kpokpo.
C'est le même préfixe. Voilà, les po. Ça fait son des bangers quand même. Non, ça fait surtout début de chanson de Fior de Bion. Vous êtes sûr. C'est pas sérieux, Brice. Ah, vous avez parlé dans la Capéro. Allez, on est dans la dimension, on est dans la logique, on va y aller. Bon, alors les amis, il y a plutôt une nouvelle, vous me direz comment vous l'appréciez, inquiétante ou pas. Eh bien, la télé portant sur l'acquisition des compétences fondamentales pour les enfants en Côte d'Ivoire, qui s'est déroulée le jeudi 8 décembre dernier au Centre national de matériel scientifique à Cocody. Eh bien, nous sortons une conclusion. Il est revenu donc à cet effet que 59,5% d'élèves terminent l'école avec des lacunes importantes en français. Voici le chiffre. Bah oui, c'est désolant, c'est totalement désolant. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé le talk des vacances et même le grand talk, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté dans la rue, qui m'ont dit « Mais toi, vieux père », de façon triviale, hein, « Vieux père, tu parles français, on ne comprend pas, tu bosses le dictionnaire. » J'ai jamais bossé le dictionnaire de ma vie. J'ai lu, j'ai vu des mots que je ne comprenais pas parce que je ne suis pas né avec ces mots-là. J'ai été voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Je les ai intégrés dans mon vocabulaire quotidien pour avoir du vocabulaire. Et c'est la seule façon, que ce soit en français, en anglais, en allemand ou en chinois, d'avoir un vocabulaire avec un spectre assez large. Donc pour ça, il faudrait lire en fait. Et quand je vois que 59,5% de jeunes écrivent très mal, parlent très mal le français qui est notre langue nationale, je trouve que c'est désolant et c'est affligeant, franchement. Élisée? Moi, je pense que ce n'est qu'une poursuite d'un rapport qui a été publié il y a de cela environ 3 ans, le rapport du PASSEC. Du PASSEC, ouais. Voilà, qui nous disait que la majorité, je dirais environ 70% des enfants même finissaient le cycle primaire sans savoir écrire, sans savoir écrire ni lire, et que l'une des faiblesses, en tout cas, de notre système, c'était surtout l'apprentissage au niveau du français et des mathématiques pour le cycle primaire. Mais vous imaginez, le primaire, c'est la base. Si à ce niveau-là, on n'arrive pas déjà même à articuler comme il se doit, on n'arrive pas déjà à comprendre, à lire, vous imaginez que la suite sera beaucoup plus difficile. Et très souvent, comme on le sait dans nos établissements, compte tenu de plusieurs facteurs, des classes pléthoriques, un certain nombre de facteurs, on n'est pas forcément regardant sur chaque enfant. Donc souvent, plusieurs passent par les mailles. Et quand on arrive au bout du tunnel, on se rend compte que vraiment on a affaire à des personnes qui ne sont pas fondamentalement formées, parce qu'il y a des éléments, par exemple, de grammaire, des notions de grammaire, des notions de vocabulaire, de conjugaison qui manquent. Mais bon, ils sont déjà au bout du tunnel, on essaie de trouver plus ou moins une passerelle pour ces personnes. Donc c'est une réalité. Ça nous interpelle sur la nécessité, nous-mêmes en tant que parents, en tant que citoyens, même en tant que chroniqueurs à la télé, il est important pour nous aussi, parce que tout ça c'est de l'éducation. Dans notre manière de parler, dans nos prises de parole, dans tout ce qu'on fait, il faut aussi qu'on se dise qu'on a de la pédagogie à développer vis-à-vis aussi des téléspectateurs et même dans nos échanges entre nous. C'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... On pourra aller plus loin dans la liste. Vous vous êtes arrêté à chroniqueur, à journaliste, mais ça va plus loin. Et l'un des maillons plus en contact d'ailleurs avec ces enfants-là, ce sont les artistes. Parce que dans des chansons aujourd'hui, s'il y a des mots qui n'existent pas ou qui disent, qui ne sont pas utilisés comme il faut, c'est des choses, les enfants, c'est des éponges. Ils finissent par enregistrer ces choses-là. Donc dans la liste, je rajouterai des artistes. Ça fait partie en fait d'une culture, la culture jeune en fait. C'est-à-dire que quand tu parles très bien français, on dit que oh, toi t'es has-been. C'est juste en fait même la façon dont on écrit les SMS, même quand on s'exprime en fait sur les réseaux sociaux, il y a un code en fait des jeunes qu'ils utilisent et ça ils le gardent en fait avec le temps en grandissant. Alors, et du coup ça crée des lacunes. Au-delà de ça, je pense qu'un facteur aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est celui qui est le facteur culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut se retrouver avec des enfants qui vont à l'école, qui apprennent le français mais qui rentrent à la maison et qui ont pour langue courante le djoula, le baoulé, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est la langue dans laquelle ils évoluent. On va se retrouver avec des enfants qui vont aller à l'école, qui vont apprendre le français, mais qui vont revenir se mettre avec leurs camarades et évoluer dans la langue, par exemple, qu'on appelle l'argot ivoirien, donc le nouchi, qui est beaucoup plus répandu chez ces enfants-là. Donc finalement, c'est pas très facile en fait de les situer. Autant pour nous, c'est évident de dire que notre langue principale et courante, c'est le français. Pour eux, ce n'est pas la même chose, que ce soit à la maison, chez les amis, etc. C'est ça aussi qui... Il y a eu deux choses. Bon, j'ai l'avis d'Aouda qui s'est pas construit. Moi, aujourd'hui, quand je regarde le système scolaire aujourd'hui, à un certain moment, on parlait de la dictée? Non, je parle de la phonétique. Parce que dans le système scolaire, à un certain moment, on disait c'est la phonétique. Le son, dès l'instant que le son passe, ça roule. Mais finalement, si on a écrit photo, P-H-T-O-T-O, que tu dis l'enfant écrit photo, F-O-T-O, ça passe, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que... Qui écrit photo, F-O-T-O? Non, mais justement, parce que les gens, tu te dis que Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis surpris. Nous, à notre temps, quand on partait à l'école, déjà même,
l'instituteur faisait en sorte que si tu n'écris pas bien même, déjà même, tu as de mauvaises notes. Donc tu devais t'appliquer Qui pour ça mieux. qui faisait quoi? L'instituteur. L'instituteur, tu as entendu quoi? Non, Non, non. Tu sais que moi j'articule mal, je le sais. Mais je veux dire, aujourd'hui, Non, mais ma fille, pour donner un exemple, hein, ma fille, elle est au CP1. Mais pour dire, c'est pas qu'à notre temps, j'ai été surpris tous les jours quand je vais la chercher. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? On a fait A, on a fait B, on a fait des cercles, et des obliques. Mais je pense que les enseignants, les instituteurs insistent justement sur ce volet-là. Oui, Sur parce la que formation c'est ça. de la queue même du A, du C, A, etc. Oui, on lui a donné un 7 parce que la barre de son A n'était pas oblique. C'est même moi que j'ai su Mais après, que la oui, barre avait besoin d'être c'est bien que oblique. tu soulèves ce point parce que comment est-ce que dans des classes où on a énormément d'enfants, on arrive à être attentif à ce que chaque enfant arrive à former la Là, barre en l'occurrence, dans du leur classe, A, ils du B. non, ils sont pas nombreux. Oui, c'est la Justement, bonne école, ça. oui, justement, c'est ce que Tu je te veux doutes bien dire. que la fille de Brice, En- pas dans une école. C'est la hein. fille de Brice, quoi. Ils sont pas En fait, 102. c'est ce que je veux dire. C'est que quand tu es dans une classe où il y a 20, 25 enfants, ce sont des enfants surtout qui ont besoin de temps, qui ont besoin de patience pour apprendre et que tu te retrouves au public ça avec 100 enfants. Franchement, ça devient Non, beaucoup mais- plus non, mais compliqué on a donné diagnostiquement la solution, s'il vous plaît. Moi, je vais donner. Qu'est-ce qu'on Voilà, à la propose? solution. Je vais juste donner mon cas. Moi, j'ai été à Notre-Dame-du-Plateau. On était une centaine, en fait, par classe. Mais la problématique, c'est qu'une fois qu'on finit l'école, ben, on avait le répétiteur, en fait, à la maison. Donc, du coup, Ça ce qui demande. faisait qu'on arrivait à compenser le manque. Le répétiteur, c'était un de vos instituteurs. Plus ou moins, oui. D'accord. Non, non, mais après, on parle de solution. La solution, Kevin a parlé de la lecture. Ça, c'est primordial. C'est de base, oui. C'est de base, la Grave. lecture. Il faut que les parents Vraiment. Plus de ils dictée. redonnent le goût, ils donnent le goût de la lecture aux enfants. Il faut que les enfants aiment lire. Après, il y a même, vous parlez français, il y a qu'est-ce que les enfants regardent à la télévision. Aujourd'hui, il y a des dessins animés où les enfants vous sortent, les enfants de mes voisins que j'ai entendu la dernière fois dire « Oh, le chénapon !» Je me suis dit « Comment Mais c'est dans un dessin animé qu'ils entendent ces choses-là. Donc après, il y a le choix des dessins animés aujourd'hui. Il y a une multitude de chaînes. Donc on peut regarder aujourd'hui, on peut proposer des dessins animés instructifs aux enfants. Nous, on a eu la chance, en plus de la lecture. Moi, mon père, il faisait, chaque fois qu'on devait jouer au foot, et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup d'amis, il disait toujours à mes amis, vous devez jouer au foot, venez faire une dictée avant. Il y avait une dictée juste avant tous les matchs de foot. Mon père, il nous faisait des dictées. Quand on a fini, on a appris à jouer au Scrabble avec nos parents. Bon, enfin, vous comprenez. Non, ça, c'est pas chez nous. Vraiment, c'est. Non. Brice, t'as Non, moi j'ai dans joué, un non, moi truc j'ai différent, joué au hein. Scrabble avec les Oui, parents aussi. Scrabble, Monopoly. Brice, On n'a pas joué au poker. Bon, je pense un peu sur le chapitre des solutions, comme vous l'avez si bien dit, pour qu'on puisse résorber cette situation. Moi, je crois qu'en plus de tout ce qui a été dit, il faut déjà que, c'est vrai, on le dit très souvent, et puis bon, peut-être on passe dessus, mais il faut que les parents disent qu'ils doivent avoir une continuité de ce qui a été fait à l'école. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on se dise qu'on abandonne l'apprentissage Aux seuls enseignants. Voilà, de la formation de nos enfants aux seuls enseignants. Il faut qu'on se donne souvent le temps, quand les enfants rentrent, on cherche à savoir ce qui a été fait et aussi les encadrer dans cet apprentissage. Nous, on a peut-être eu cette grâce. À l'époque, on trouvait qu'on était martyrisés. Hein. Quand on arrivait à la maison, on disait que vous récitez maman votre tapait. leçon avant de manger. Ça, c'était la précision. Tu récites ta leçon, tu manges. Tu ne récites pas ta leçon, tu ne manges pas. Quand tu sais que tu es rentré le ventre bouillonnant, et quand tu risques de ne pas manger, mais tu récitais toute une leçon, une page. Bon non, ça paraissait peut-être mais ça nous a permis Ça nous a forgé. Ça nous a formés. Peut-être qu'on ne fera pas la même chose, mais trouvons les moyens pour qu'on puisse aider nos enfants aussi à pouvoir continuer la formation quand ils viennent de l'école. Ce n'est pas juste l'abandonner dans la main des instituteurs ou bien des formateurs. Parce que dans une classe de 100 enfants, la bonne volonté même de l'instituteur ne peut pas permettre d'encadrer chaque enfant. C'est pas plutôt là, en possible. l'occurrence, 100 enfants. Mais moi, ce 100 à quoi enfants, je oui, pense 100 enfants, déjà, merci. c'est qu'il faut, pour donner le goût de la lecture aux enfants, comme tu disais tantôt, en fait, il faut qu'aujourd'hui, les parents même se déconnectent de leur téléphone, de leur tablette. Parce qu'à la vérité, les enfants, ils ne nous écoutent pas. Ils copient ce Ils nous qu'on fait. imitent. Donc, Non. du coup, si Les tablettes, un c'est parent pas un commence à problème. lire, forcément, Au contraire. ils vont Non, lire. mais Non, non, attendez, mais au quand je dis contraire. inculquer le goût de la lecture, mais Ça peut se faire par les tablettes, justement. Il y a puis- des et puis, livres on a- numériques. on a- Moi, en fait, je veux dire, aujourd'hui, nos enfants et nous-mêmes, combien de temps nous passons sur nos téléphones, nos tablettes, et même lire sur Non, une c'est tablette. une réalité. Il faut donner le goût
du livre. Bon, de la Daouda, lecture. tu sais qu'il y a des personnes dont les parents étaient totalement illettrés, les deux parents, mais qui aujourd'hui ont un vocabulaire très fourni et qui parlent bien, qui écrivent bien. Donc, ce n'est pas un argument que d'imputer la responsabilité qu'aux parents. Je termine. Et quand on parle de tablettes, de réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a qui Bon, disent... j'ai jamais parlé de réseaux sociaux. Je ne parle pas de toi. Il dit en général, en fait. Dessert un peu. C'est ta veste. lourd. Tu vas voir que ça va bien se passer. Non, non. Quand les gens disent oui, mais aujourd'hui les jeunes sont trop sur les réseaux, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, à l'époque, j'étais friand de télé-réalité. J'écumais beaucoup des programmes de télé-réalité, j'en raffolais, mais ça ne m'empêchait pas de regarder des émissions éducatives ou des émissions journalistiques très adaptées en fait à ma formation. Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faudrait pas toujours imputer la responsabilité. Mais en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Toi, tu as eu la chance d'être à Paris, mais un enfant qui est de Pogouin et quelqu'un qui est à Quand je Paris, regardais ça veut télé-réalité, dire- là, j'étais à Yopougon Maroc. Au-delà de tout ça, les enseignants eux-mêmes ont besoin de renforcement de capacité parce que les enseignants, même souvent, eux-mêmes, ils font des fautes aussi d'orthographe. Donc, Très bien. En tout cas, redonnons le goût de la lecture à nos enfants, peu importe les moyens qu'on va utiliser, que ce soit en chanson, que ce soit avec votre tablette ou que ce soit... Il y a des parents qui faisaient lire les journaux à leurs enfants. Donc, ils lisaient les journaux. Ouais, Mes parents sont dedans. C'est ça, vos parents sont dedans. En général, ils Qui étaient... offrait aussi souvent des livres, des contenus Voilà. de livres comme ça, comme C'est-à-dire tablette. qu'à Noël, Ouais, par c'est exemple, puisqu'on bénéficier parle de ça. Noël, à Noël, par exemple, il serait important que vous puissiez, par exemple, offrir peut-être des livres avec des images et des mots à vos enfants ça me pour leur rappelle, donner le goût de la lecture. ça me rappelle une anecdote. Il y a On un termine voir Noël, avec j'avais... l'anecdote. Pour la Pour la petite petite histoire. La petite histoire, en fait, j'avais demandé une poupée à Noël. Et à ma grande surprise, j'ai reçu des livres d'encyclopédie. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais comme jamais. Mais ça t'a parce que- servi finalement ou pas? Oui, ça m'a servi. Donc, vous pouvez regarder la caméra juste avant la pub. Et Dire demandez à vos parents, pardon à merci, maman pour avoir demandez pleuré ce jour. Merci papa, paix à ton âme, merci maman. Très belle anecdote. Voilà, bravo, bravo, Bravo. bravo. Nous, on marque une courte pause et on se retrouve derrière pour la suite du Grand Talk. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder sur les bouquets, sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Je vais y arriver. Et puis sur Internet également, vous êtes très nombreux à nous écrire. On voit vos différentes réactions. Kevin Aubin est avec nous ce soir sur le plateau du Grand Talk, mesdames, messieurs. Kevin, d'ailleurs, vite fait, vous étiez à la Nice, hein, donc vous avez assuré le tapis rouge de la Nice. Bravo. Oui, c'est ça. J'ai co-présenté le tapis rouge avec la sublimissime Lynn Jabert. Lynn Jabert, pardon. Élisée Bolougou est avec nous de Pogouin. Toujours présent. Toujours présent. Gouin. C'est Pogouin. C'est ça. D'accord. C'est mon Pogouin. village. Très bien. Dans, le Gouin, dans la Gouin, sous-préfecture de Santa, Ça veut dire dans le quelque chose département de de particulier? Biencouma. Ça veut dire Gouin, ça veut dire que bon, Pau, c'est la montagne en fait. Très bien. Voilà, sur la montagne en fait. Gouin, c'est Pau, sûr. Gouin, c'est sur la montagne, c'est la tête en fait. Ah, c'est la tête. Gouin. La Voilà, pointe de la... montagne. Donc, pingouin, c'est la tête du pain. Non, c'est pas ça. Ça va, ça va, j'ai essayé. Et Sa Majesté Daouda, Toujours présent et à toujours son présent. poste. Ben oui, en costume ce soir. Ouais. Bravo, joli. Il m'arrive souvent de porter des costumes Très et de mettre mes idées en place. En place. Donc voilà, à l'image de monsieur Élisée Bolougou. Nous en rejoint sur le plateau du Grand Talk Ryan est là pour aussi, avec. hein. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Comment vous faites? Non, parce que j'ai changé de place. Oui, donc du coup, je ne voyais plus. Je dis, bon, allez, Elle c'est- n'est pas là. Rihanna est avec nous. Bonsoir, Rihanna. Vous êtes Bonsoir. là? Ouais, je suis à la place d'Isabelle parce qu'on a fusionné. Les gens disent souvent qu'on est jumelles. Voilà, donc là, il y on a a Isabelle tenu à- en vous en ce moment. En fait, c'est ça. Très bien. Isabelle, bonsoir. Bonsoir, Brice. Très bien, merci beaucoup. Nous en rejoint sur le plateau du Grand Talk messieurs Samuel Maté et Koduro Fofana. Donc l'un est le tout premier cité. Monsieur Maté est président du comité scientifique du Salon des téléphones et applications mobiles, le STAM. Et monsieur Koduro Fofana, lui, est promoteur de l'événement. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avoue que j'ai entendu le spot du salon, pour dire, sur Live Radio. Voilà, vous avez choisi un bon canal de communication. Ça Sinon, le s'appelle pas un meilleur. placement de produit, le meilleur. Donc j'entendais, je me suis dit, ah c'est la première réaction que j'ai eue. Pour dire que des gens ont imaginé le salon des téléphones et des applications mobiles. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait imaginer un tel salon? Ça part de quoi, l'idée du salon? Ça vient de quoi? Mais écoutez, Brice, ce qui se passe, c'est que nos vies sont en train d'être changées, au fait. Nos vies sont en train d'être changées. Quand l'ordinateur a été introduit, premièrement dans les entreprises et puis après dans les maisons, un peu comme la télévision, ça a bouleversé notre manière de faire.
Et puis progressivement, le téléphone a été, l'ordinateur a été remplacé par les tablettes. Et puis ensuite, de tablettes, on est passé par ensuite au téléphone mobile. Ils se sont rajoutés aussi. Oui, qui se sont rajoutés. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte que 98% selon les statistiques, aujourd'hui, 98% d'accès à Internet se fait par les téléphones mobiles. Est-ce que ouais. Donc, ceci a complètement bouleversé nos vies. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens sont dépouillés de cette richesse. Parce que vous savez que tout ce qui concerne les téléphonies mobiles, c'est toute une chaîne de valeur. Vous avez le téléphone, vous avez les accessoires, vous avez le système d'exploitation, Android, etc. Et puis vous avez les applis. Aujourd'hui, il y a de jeunes Ivoiriens très brillants qui créent des applis, mais il y a des structures qui absorbent ces idées et leur donnent un petit ordinateur en échange, alors que ces applis représentent des marchés de plusieurs milliards de dollars au niveau international. Wow. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire que... Parce que par exemple, si vous regardez Uber, c'est une appli, mais le patron d'Uber a transformé ça en une société. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc la question qu'on se pose, c'est que comment est-ce qu'on arrive à montrer aux jeunes Ivoiriens que quand tu veux développer une appli, c'est une idée que tu dois protéger et qui peut te rendre riche et qui peut créer de l'emploi, qui peut créer de la richesse, au lieu d'aller vers X comme incubateur, etc., et de leur vendre ça et de leur donner, on te donne un ordinateur en retour, comment est-ce que tu peux l'exploiter et comment est-ce que ces applis peuvent changer nos vies, changer la manière dont nous faisons les choses. Mais quand j'entends ça, ça veut dire que derrière, il y a toute une éducation, une sensibilisation et tout ça. Généralement, quand on entend salon, on s'attend à aller dans un endroit, à retrouver pas mal d'acteurs de justement ce secteur-là, et puis avoir des gens qui nous exposent leurs produits, etc. À quel moment va intervenir ce volet sensibilisation, formation et tout ça ? Est-ce qu'il y a des masterclass ? Comment ça se passe ? Je vais faire une petite introduction, je pense que Fofana vous en dira plus. C'est-à-dire qu'au fait... Le salon, on l'a voulu un peu comme vous l'avez si bien perçu, on l'a voulu un peu comme un univers d'éducation, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas éduqués sur le sujet. Okay ? On l'a voulu comme un univers d'éducation, donc il y aura une plateforme où les jeunes peuvent venir présenter leur appli devant des investisseurs, il y aura des espaces de formation, il y aura des masterclass, il y aura des conférences, mais je laisse... Très bien. Je crois que peut-être pour bien comprendre ou mieux comprendre, hein, pour voir comment ça va se passer, je vous en parle. Comment ça dure combien de temps ? 2 jours. 2 jours. Pendant 2 jours, à quoi est-ce qu'on aura droit ? On aura droit à un parc d'exposition, on aura droit à des vendeurs de téléphone, à des personnes qui proposent des applications, il y aura des acheteurs, il y aura des masterclass, des rencontres B2B. Comment ça va se dérouler ? D'accord, merci déjà. C'est un salon à 3 dimensions. Très bien. Donc, pour le côté scientifique, panel, conférence, masterclass. Ensuite, vous avez les expositions comme de façon naturelle dans tous les salons, avec les entreprises qui développent des applications, des entreprises qui fabriquent des téléphones, et ensuite des entreprises qui sont aussi dans le domaine de l'informatique. Et après, vous avez ces dimensions académiques d'explication des téléphones pour dire, bon, ok, voici telle application, voilà comment elle marche, et puis une partie démonstration et présentation. Wow. Voilà. Donc en réalité, c'est un peu ça. On vient, on démontre, on a une nouvelle application, on dit, bon, voilà telle application, voilà comment ça marche. Ou voilà un téléphone aujourd'hui avec le docteur Kapochichi, qui est un téléphone qui est fait ici. Voici comment on a réussi à faire ça ici. Et pour ce salon, vous attendez combien de personnes ? Honnêtement, on le fait à la patinoire de l'Hôtel Ivoire. Donc on s'attend naturellement à 3 000 à 4 000 personnes de façon présentielle. Et si on repart sur les réseaux sociaux et sur le digital, on pense pouvoir atteindre un nombre assez considérable. Et l'entrée est payante ou gratuite ? Gratuite. D'accord. Ah ouais, ça c'est important qu'on le souligne. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une situation des applications en Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des applications qui ont été développées ici ? Si oui, on en a combien environ ? Et quel est éventuellement le profil de ces personnes qui ont développé ces applications ? Est-ce qu'un Élisée Bolugbe, qui est tout en train de faire le talk du lundi au vendredi, a développé une application ou bien a un profil qui peut développer une application, je ne sais pas. On n'a pas ces données, au fait. On n'a pas ces données. Et puis, l'un des objectifs du salon, c'est justement d'arriver
à collecter ces données. Ok. Aujourd'hui, les 3 pays en Afrique qui ont des statistiques où le gouvernement a mis en place tout un dispositif pour collecter des données et des statistiques, il y a le Nigeria, il y a le Rwanda. Kenya et l'Afrique du Sud. Ah, l'Afrique du Sud. Et ces 3 pays arrivent alors à capter 80% des investissements vers l'Afrique sur les applis. Et justement, donc, l'objectif de ce salon aussi est d'amener les pays francophones, en commençant par la Côte d'Ivoire, à ce niveau. C'est ça. Parce que les Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens font des choses assez extraordinaires. Bah, du coup, est-ce que c'est un salon ivoiro-ivoirien? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes, enfin en tout cas les personnes qui viendront dépeindre leurs applications, est-ce que c'est que des jeunes ou des personnes ivoiriennes? Non, Non, parce qu'au d'accord. fait, on a voulu une base ivoirienne parce que le problème est très profond, parce qu'il y a plein de jeunes, on en reçoit tous les jours, qui se rendent compte que, bon, je ne vais pas donner de nom, je suis parti dans telle fondation, etc. J'ai développé l'application, ils m'ont fait signer un papier, après on m'a donné un ordinateur, après je vois mon application partout dans le monde, mais je ne peux rien faire. Parce que, ouais, je n'ai qu'un ordinateur, mais j'entends que ça rapporte des milliards. Donc, après, c'est de se dire, de leur expliquer qu'il y a un autre moyen de pouvoir se faire vendre et vendre ses idées d'applications, etc. Ça c'est le volet des personnes qui ont mis en place des applications, qui ont développé des applications. Alors, si une personne, justement, a une idée et qu'elle a envie de transformer cette idée en application, elle aura certainement la réponse également à ce salon. Oui, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'inviter des gens qui s'y connaissent, des codeurs, des gens qui sont des investisseurs, avec qui ils peuvent s'associer pour pouvoir, à la fois au niveau technique, parce que parfois on a un cas, par exemple, quelqu'un qui a une idée, mais qui ne sait pas coder. Donc, vous pouvez créer, n'est-ce pas, des partenariats pour pouvoir avancer. Et d'imaginer que je mets en place une application, mais peut-être qu'il existe quelque part à Singapour ou à Zoukougbe. Il y a une personne peut-être qui va vous dire non, cette application, elle existe déjà. Il y a un bon nombre d'informations qu'on pourra partager au cours de ce salon. Mais au fur et à mesure, il faut savoir qu'aujourd'hui, on part plus. Le salon va démontrer quelque chose d'assez intéressant. On va me démontrer qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'applications. On parle plutôt de super applications. Les super applications. Les super applications, c'est des applications qui sont en réalité embarquées tout en eux, en fait. Tout en eux. Donc, au lieu de dire aux Ivoiriens que chacun fasse son application, les applications sont déjà passées aux États-Unis et en Chine en mini-applications, qui sont dans des super applications, comme l'application WeChat, par exemple. Donc, à l'intérieur, vous avez pas mal de mini-applications à l'intérieur qui font tout en eux. Donc, du coup, on ne sera pas obligé de télécharger à chaque fois une application ici, une application ici, une application ici. Ouais, parce que mon téléphone, il est bourré d'applications. Exactement. Donc, naturellement, ouais. Naturellement, aujourd'hui, avec le super application, vous aurez tout ça en eux et vous pouvez véritablement être beaucoup plus... On parlera surtout de sécurité. Parce que je crois que c'est important qu'on évoque ce point-là. On parle d'application parce que même moi, mon téléphone, il y a certaines applications, on me dit, vous ne devez pas les télécharger. Il y a une sécurité. Si vous décidez de les télécharger, vous désactivez la sécurité à vos risques et périls. Donc, vous allez certainement évoquer la sécurité de l'utilisation des applications, mais du téléphone globalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger aussi à pouvoir utiliser un téléphone, parce qu'on se demande est-ce que mes données, lorsque je perds mon téléphone, peuvent être exploitées par quelqu'un. Je crois que le salon va réunir tout ça. Exactement, le salon va parler de toutes ces données, de tout ce côté sécuritaire-là. Il faut savoir déjà que quand vous achetez un téléphone, il y a déjà des applications embarquées des constructeurs. Ça, déjà, oui. Donc du coup, toutes ces informations-là sont déjà chez eux. Est-ce que la législation pourra regarder ça après? Il y a tous ces volets-là aussi. Comment est-ce que la législation de l'économie numérique en Côte d'Ivoire arrive à parler de ça? Maintenant, la question que je pose tous nos téléspectateurs, c'est est-ce qu'à ce salon, les gens pourront venir avoir des téléphones moins chers? Parce que c'est ça, en fait, nous, avant qu'on entendait exposition, il y a salon, c'est que c'est une occasion d'avoir des réductions, il y a des prix promos et tout. Mais il y a autre chose, Brice, que j'aimerais souligner, c'est que au-delà de l'application, il y a deux choses sur lesquelles on veut attirer l'attention. C'est premièrement les téléphones en eux-mêmes. Moi, c'est récemment que j'ai appris qu'au fait, dans chaque téléphone, il y a plus de 50 métaux. Il y a même de l'or. Il y a des métaux que... Exactement. Oui. Il y a des métaux... Donc, on vous fera une démonstration tout à l'heure. Confondre ce téléphone. Bon, attends, commencez On va déjà. faire ça. Non, on va plus galère. Ouais, mais toi, Brice, ça se voit à distance. Hein. Ça se voit à se voit, distance. oui. Ouais, non, on l'avait capté. Donc, c'est vrai. il y a plus de 50 métaux pour fabriquer les téléphones et près de 70% de ces métaux se trouvent en Afrique.
Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel les Africains sont désavantagés parce que le colbat, on vient les prendre et puis bon... Parce que la question que j'allais vous poser, c'est 70% des matériaux d'utilisation du téléphone se trouvent en Afrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a de sociétés qui confectionnent des téléphones en Afrique? Justement, par rapport à cela, c'est l'une des problématiques qu'on veut vraiment soulever par rapport à ce salon. Et c'est l'idée même en réalité de ce salon-là, pour aller de l'industrie mobile. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle, industrie sportive, mais il faut qu'on arrive à parler d'industrie mobile. C'est le thème qu'on veut qu'on retienne pour ce salon et les salons à venir. Et le slogan de ce salon-là, c'est « Ici, c'est le futur ». Ah ouais, c'est clair. Donc, on vous explique que pour un téléphone pareil, vous avez minimum 30 mg d'or pour un smartphone. Minimum 30 mg d'or. Toute la Côte d'Ivoire est aurifère. Tu n'as même pas. Toute la Côte d'Ivoire est aurifère. C'est ça. Et du coup, on a un problème avec l'orpaillage. Vous comprenez? Donc, toute la Côte d'Ivoire est aurifère. Donc, quand vous regardez sur le marché de la production des smartphones, le pays le plus grand fournisseur d'or dans le domaine des smartphones est l'Afrique du Sud. La plus grande mine en Côte d'Ivoire est une mine sud-africaine. Tongon. Tongon. En tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser. Le salon, et vous le voyez dans mon dos, hein, le salon est prévu se tenir les 16 et 17 décembre, dans quelques jours au Sofitel. Kevin posait la question, est-ce que l'entrée est gratuite? Oui, elle Totalement est. gratuite. Ça, c'est très bien. Mais il y a une question qui n'a pas été répondue. Est-ce que les téléphones seront moins chers? Il n'y a pas eu de réponse. Non. Est-ce que les téléphones seront moins chers? Il n'y a pas eu de réponse. Hein. Non, parce que vous avez un accord avec les vendeurs de téléphones qui ont des stands. On aura les grands fabricants seront présents. Et également aussi des fabricants locaux. On ne va pas faire de la publicité, mais il y a des fabricants locaux. C'est ça. Aujourd'hui, ils seront présents également. Il y aura un stand pour réparer les téléphones. C'est bien aussi. Donc, l'environnement... On y sera tous. Donc, on compte sur vous pour que vous veniez en nombre. C'est à la patinoire de l'Hôtel Ivoire, donc Sofitel l'Hôtel Ivoire, la patinoire. Le salon sera ouvert, je pense, à partir de 8h, 8h, 9h. Vous aurez l'occasion de faire un tour et de rencontrer des... Pardon? Non, vous rappelez les dates. C'est ce vendredi. Voilà, ce vendredi 16 et 17 à la patinoire de l'Hôtel Ivoire, dont je disais. Il faut vous y rendre, vous allez rencontrer des spécialistes du téléphone, des applications, des gens qui pourront vous donner des conseils. Ou si vous avez des idées d'applications, ils pourront vous donner le cheminement, le process pour pouvoir mettre en place, en exergue et en relief ces idées-là. Ce sera donc les 16 et 17 au Sofitel. Hôtel Ivoire, à la patinoire précisément. Merci à vous, messieurs. Samuel Maté, je rappelle, vous êtes président du comité scientifique du salon des téléphones et applications mobiles. Et puis, monsieur Kodiro Fofana, vous êtes le promoteur. Merci, félicitations à vous. Merci. On y sera. Et conservez bien vos téléphones. Moi, je partirai avec le téléphone de tout le monde à la fin. 30 mg, tu ne fais pas 10, ça commence à faire quelque chose. En Belgique, il y a une entreprise qui ne réceptionne que les téléphones. Elle est broie et accepte uniquement que de l'or. Très bien. C'est très bien, c'est bon à savoir. Disait un grand chanteur, GG Viquet, attention, surveillez vos femmes, nous on dira, attention, surveillez vos téléphones. On marque une courte pause. On aurait gardé tous les téléphones jetés. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, un Grand Talk réalisé par Eliane Lago, la magnifique Eliane Lago qui m'a dit qu'elle a déjà acheté ses cadeaux pour les enfants, elle a déjà sa déco de Noël, tout est prêt. C'est une dame de vision. Mais là, tu viens de la livrer parce qu'elle voulait cacher ça à ses enfants. Tu viens de dire que les enfants ont déjà des cadeaux. Mais oui, mais les enfants ont toujours des cadeaux. Même les enfants, ils savent qu'ils ont des cadeaux. Mais c'est le Père Noël qui leur donne, Brice. Pardon? C'est le Père Noël qui leur donne, c'est pas Eliane. Non, on a Abidjan. Eliane a écrit au Père Noël et le Père Noël viendra avec les cadeaux de ses enfants. Vous êtes sérieux? Okay, oui. C'est réglé. Vous êtes sérieux? Oui, Daouda, oui. Le Père Noël. Daouda, qu'est-ce que tu as? Son traîneau, son blouson. Même les serres. Les serres, tout ça. La neige. Oui. Tout a été... Dans ce 32 degrés là. C'est le Père Noël. Voilà, c'est le Père Noël. Qui vous livre? Daouda habite à Bobo. Qui vous livre? Chacun a son Père Noël, il y a quoi? Je cite mon fils Clantélex de dans un de ses sketchs qui dit justement qu'ils sont envoyés le Père Noël à Bobo. Il est reparti dans son traîneau. Ils ont pris son traîneau pour faire néguer. Il est trop drôle. Non, il est bon, hein. Il est très bon. Exactement. Et au passage, je salue ce jeune homme. Voilà, tu aimes trop te faire des Oui, mais quand tu fais pour toi, José, si on ne parle pas. Kevin, vous avez la parole parce que justement, votre chronique ce soir évoque une question. Vidéo. Très bien. On casse le pied gauche, pied droit.
On casse les reins, on casse le dos. Si je casse ton cou, je casse la main gauche, je casse la main droite. Maman, toi-même, regarde. Voilà, pour vous, est-ce que déjà vous avez déjà aperçu ces deux-là sur les réseaux? Non. Et pour vous, selon vous, c'est quoi le lien qui les lie? Enfin, le lien qui les lie. Des frères et Frères sœurs, et peut-être. sœurs. Non, c'est un couple, effectivement, Brice. C'est un couple assez jeune, Khalil et Mariam, un couple qui se met en avant sur TikTok à travers des vidéos assez cucu. Je trouve, bon là c'est une danse, mais il y a plein de vidéos, il y a une myriade de vidéos assez cucu à mon sens. Près de 400 000 personnes épluchent leur quotidien. Les tourtereaux clament jour et nuit leur amour à leurs différents fans. Une idylle que Khalil et Mariam dépeignent comme passionnelle, éternelle. Mariam dit que Khalil est l'homme de sa vie, le futur père de ses enfants. Khalil, de son côté, lui rend bien l'appareil, très bien d'ailleurs, tellement bien qu'il a décidé de faire une dinguerie. On regarde. Je lui ai fait une surprise en me tatouant son nom et prénom. Oui, Khalil, du haut de ses moins de 25 ans, a décidé, je suis même totalement paniqué, a décidé de se tatouer, de graver sur son torse le nom et prénom de sa chérie en grand caractère. Évidemment que la vidéo a cartonné, elle a été visionnée par plus de 100 000 personnes en moins de 24 heures. Les abonnés du couple sont assez partagés, mitigés. Il y en a qui serinent que c'est une grosse erreur de la part de Khalil, d'autres trouvent cela mignon. Moi, je n'ai pas d'avis à donner, mais je veux juste dire à Khalil que Zokora Didier, une année, avait tatoué le visage d'une femme sur son torse et le visage s'est transformé en un gros serpent. On peut voir ça sur les écrans. Donc, là, pour l'instant, c'est le visage qu'on a vu. Oui, et maintenant, c'est le serpent. Il est fort, hein? Après la rupture, le visage est devenu serpent. Mais moi, j'ai une anecdote à cet effet. Vous savez, le gars qui a écrit « Ami, je t'aime » sur son avant-bras. Et Ami l'a trompé. Donc, il a mis « Ami, je t'aime ». C'est quand même une poiclée. Et après, ils se sont remis ensemble. Et il a mis « Ami, je t'aime », t'es une poiclée, mais je plaisante. Donc, du coup, en ce moment, il a tout son avant-bras qui est rempli de messages. Moi, je les trouve plutôt mignons. Ah, toi, tu fais partie de ceux qui les trouvent mignons? Non, alors, je les trouve plutôt mignons. Après, est-ce que je suis pour le fait de se tatouer le nom de la personne avec qui on est aussi jeune? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai qu'on est dans une époque quand même où tout se transforme. On a le laser, il y a plein de choses. Donc bon, au-delà du tatouage, ce n'est qu'un élément que Kevin souhaitait mettre en avant. C'est surtout le fait aujourd'hui qu'on a un couple qui se met en avant. Mais si jeune, par contre, si jeune. Sur les réseaux sociaux. Non, mais continue leur histoire. Ouais. Quoi? Je ne suis pas leur... Si tu as commencé, termine. Je ne suis pas leur conseiller matrimonial. Moralité de la chronique. Moralité de la chronique, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait que les jeunes couples arrêtent de se mettre autant en avant sur Internet. Voilà, de cabotiner comme ça sur Internet. Ils peuvent justement vivre leur idylle de façon clandestine, je dirais, mais se mettre comme ça en avant. Non, mais sobre, je préfère le mot sobre. Ouais, mais parce par que la contre, clandestinité, c'est un peu Kevin, vous êtes bien placé pour savoir également qu'au-delà de la mise en avant, j'ai envie de dire, spectaculaire, folklorique, il y a aussi surtout que ça rapporte de la thune. C'est bon pour le couple. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qu'on appelle placement de produits. Il y a des marques qui les contactent pour justement faire leurs différentes promotions. Donc, évidemment, comme on dit, ça ramène de la maille. Bon, cap sur la musique. Vous avez, je n'étais pas là, hein, donc vous aviez parlé de ce sujet. À bouger d'un. Bon, je vais même dire, on en a parlé hier sur ce plateau. Wizkid a sereinement planté ses fans du côté du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. La non-venue du chanteur a suscité une polémique et une colère inouïe de la part de ses fans. Et depuis hier, on constate que les artistes ivoiriens ne se gênent pas pour surfer sur le buzz et en faire leur propre promotion. Le chanteur Serge Beno a commencé en informant ses fans qu'il organise un concert le 18 février prochain au Palais de la Culture en surfant un peu sur le buzz de Wizkid. Et comme par hasard, à Salfo du groupe Magic System, dont la structure Gao Productions pilote le concert de Desbordeaux qui se tiendra le 25 décembre prochain, a décidé de faire un coucou à Wizkid en disant « Wizkidation impossible, cher ami ».
avec en illustration la photo de Desbordeaux. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. Oui. Voilà. Non, c'est du newsjacking. Par contre, certains internautes ont poussé le bouchon beaucoup plus loin en disant clairement non, l'attitude de Wizkid devrait nous servir de leçon. Il ne faudrait pas qu'on donne comme ça le tapis rouge aux autres artistes qui viennent de l'extérieur. Il faudrait plébisciter que nos artistes locaux. Moi, j'ai envie de répondre en fait qu'on ne se rend pas à un concert par citoyenneté ou par patriotisme. Moi, on va à un concert. Il faut surtout imaginer que nos artistes aussi vont jouer à l'extérieur. Exactement. Vous imaginez que dans chaque pays, on dit à partir de maintenant, on ne déroule plus le tapis rouge d'un artiste étranger. Chacun jouera que chez lui. Exactement. Voilà, on va à un concert parce qu'on aime bien. Sinon, on aime beaucoup même un artiste. Moi, par exemple, j'ai écumé tous les concerts de Yodé, Siro, d'Espoir 2000. Mais le 25 décembre, je vais me rendre au concert de Maître Gims. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Je trouve que c'est faire preuve d'une ivoirité toxique et névrotique. Donc, je ne comprends pas. Et, tu exagères dans tes mots là. Non, mais c'est vrai, névrotique. Voilà. Non, mais c'est vrai, Wizkid n'est pas représentatif. Il n'est pas représentatif de tous les artistes étrangers. Diams est venu en Côte d'Ivoire, La Fouine également, dans les années 2006-2007. Ils ont respecté leurs fans, ils se sont produits de bout en bout pendant 1h30. Voilà, Wizkid n'est pas... Mais que dire des artistes ici qu'on paye pour aller juste jouer à d'un année qui ne font pas? Donc ça veut dire quoi? On dira, bon, plus demain, on va inviter un artiste ivoirien. Ouais, c'est ça. En fait, pour dire que la bêtise n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas normal, il ne faut juste pas ramener ça à une échelle plus grande. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bon... c'est le bon prétexte aujourd'hui pour pouvoir faire vendre un peu des tickets, jouer un peu sur la fibre nationaliste, pour pouvoir dire, bon, nous, au moins, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici, sur place, pour éviter les risques. Mais bon, il faut juste faire la différence et la part des choses. Il faut éviter d'être excessif. On n'aime pas, le fait que Wizkid ne soit pas venu, après, on entend toujours les tenants et les aboutissants de cette affaire, parce que, bon, il n'a pas réagi sur la question. Je sais en pas somme, pourquoi. comme le dit la pensée, tout excès nuit. Je pense qu'on peut conclure comme ça. C'est sur cette brillante conclusion que ma chronique prendra fin. Merci. Voilà. Et je ne suis pas le responsable, les amis. Je ne suis pas le responsable. José sera en concert, vous l'avez dit. Le 17 décembre au Palais de la Culture. 50 000 Non, tu exagères. Non, ça va, tu exagères. C'est Brice même qui a Non, dit. tu exagères. Tu exagères. Non, je le dis aussi. En fait, tu es comme un gars qui ont donné une petite portion de forêt, tu vas tout gratter. Notre grande actu pour la suite évoque la question des congés anticipés. Encore? Oui, on en parle encore parce que la dernière information que j'ai concerne Zoukoube. C'est ça. Ouais, c'est chez eux là-bas. Non, qui est différent de Bolugbe, j'ai dit. C'est juste après Daloa. Voilà. Après Daloa, où des élèves vont encore déloger leurs camarades aux grandes dames des forces de l'ordre, des parents, des enseignants, et ce qui nous fait encore craindre que ce phénomène tant décrié n'a pas dit son dernier mot certainement. En tout cas, il n'est pas mort. Il semble être sanctionné pourtant. Oui, et même mieux, nous-mêmes sur ce plateau, on a voulu être optimistes en disant qu'après les mesures qui ont été prises par le gouvernement, après donc les campagnes de sensibilisation de la police, après tous les efforts des parents, on s'était dit, bon, ça y est, le message est passé. Mais là, fort de constater que, ben non, il y a encore des éléments perturbateurs. Non, malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas tiré des leçons de Bembresso. Cette fois-ci, là, il faut. Non, ce n'est pas les mêmes. Donc, comme ce n'est pas les mêmes, on ne peut pas estimer qu'ils n'ont pas tiré de leçons. Bon. Non, je veux dire. En voyant ce qui s'est passé, en voyant ce pour qui les s'est cas passé, de ils devaient au moins Bembresso, tirer des leçons de ce qui s'est passé à Bembresso, mais malheureusement. Mais selon ce que le confrère des soirs en fait dit, tout est parti de 2 élèves en fait. C'est 2 élèves qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Vous connaissez l'histoire du fantôme qu'on a délivré? L'histoire du fantôme qu'on a délivré, qui est allé, ainsi de suite. Voilà. Renseignez-vous sur l'histoire du fantôme. Mais pour dire qu'on n'a parlé que de 2 élèves. Mais dans l'article qu'on a lu, on avait juste l'impression que les 2 élèves n'ont été que les éléments qui ont déclencheurs. Sinon, tous les autres étaient prêts. À quelle heure ils vont venir siffler? Donc, pour dire que c'est pas que on parle que de ces 2-là qu'on va indexer comme étant ceux qui ont fait déclencher le phénomène, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Ben moi, j'ai une vidéo que j'ai lue tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas certainement signalé à la régie pour qu'elle nous la fasse passer, où un officier de la police est en train d'entretenir les élèves du collège Aimé Césaire à Yopougon sur les risques que les uns et les autres encouraient en s'adonnant au phénomène des congés anticipés. Et là, il a dit quelque chose de fondamental. Il a dit, par le passé, quand on prenait des jeunes dans ces histoires de congés anticipés, il y avait un vide juridique. On ne savait pas où les classer parce que le législateur n'avait vraiment pas prévu de mesures par rapport à ça. Mais il tenait à les rappeler que depuis quelques mois, cela n'est plus le cas.
Le législateur a statué dessus et a donc pris des lois. Aujourd'hui, si on te prend dans le cadre des congés anticipés, tu seras poursuivi, tu seras même emprisonné. Et la peine de prison part de 2 mois à 12 mois, soit 1 année. Et il y a même une amende qui part de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et il a même entretenu les élèves tous autour du drapeau. Il leur a dit qu'il est bien qu'on vous porte cette information. Parce qu'il ne faut pas que demain, les parents ou bien les uns et les autres commencent à crier « Non, les enfants sont jeunes, ils sont tout petits, ils sont mineurs. » Non, chacun est devant ses responsabilités. Aujourd'hui, il existe une loi qui condamne ces gens d'actes et qui emmène en prison. Et ça, je pense que c'est... Vous évoquiez tout à l'heure, pardon de vous interrompre un peu parce qu'on je pense qu'on a compris l'idée, mais Élisée, vous évoquiez tout à l'heure aussi le fait qu'il y a des mesures qui ne sont pas suffisamment partagées, on ne communique pas suffisamment sur cette chose. Là, c'est cette vidéo-là que vous avez vue. Donc l'officier parle à des élèves du lycée Aimé Césaire. Mais je suis désolé, vous me direz si je me trompe, est-ce que vous avez vu des campagnes aujourd'hui? Je partage entièrement ton avis. C'est ce que je suis en train de dire, je partage parfaitement ton avis. Certainement qu'on n'a pas fait la communication qu'il fallait, oui. On n'a pas sensibilisé comme il se devait. Mais je crois aussi que notre plateau est une tribune qu'on peut saisir déjà aussi pour interpeller. Après, on n'est pas le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. On a notre niveau de responsabilité. Mais il y a des campagnes. Non, moi, je suis d'accord avec Bruce. Oui, il y a des campagnes qu'on organise. On voit des médias, on leur dit, écoutez, on a une campagne, il y a des spots, on fait ça. Brice, vous et moi, on a aligné là-dessus. Et j'ai pris la peine, avant de poursuivre, de dire que vous avez entièrement raison. Oui. Mais en même temps, je profite pour dire qu'on a aussi une tribune, toute tribune étant bonne pour pouvoir sensibiliser et informer. On a aussi une tribune qui permet d'interpeller et de sensibiliser. Certainement, ce soir, plusieurs personnes sont en train de nous suivre, même des parents. Ça sera l'occasion pour eux de comprendre qu'une législation existe concernant la question des congés anticipés. Oui. Et maintenant, chacun va prendre ses responsabilités. Demain, un parent ne viendra pas crier sur les toits que mon fils abusivement a été interpellé et tout ça. Non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait. Ou un élève ne dira pas que non, je suis victime d'une injustice. Mais non, à la limite, je le disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité civique et citoyenne que nous opérons. Mais après, nous sommes dans une opération de communication. Je suis sur un média privé. J'ai besoin aussi de demander au ministère de l'Éducation nationale de faire des campagnes, de payer. Et d'utiliser les médias pour pouvoir faire des campagnes. Et ça, c'est mon plaidoyer. J'irai voir le ministère et je lui dirai, messieurs... On est alignés. Pour ce type de phénomène, quand on a des enfants qui sont aussi têtus, parce que je veux dire, le type d'enfants quand même qui arrivent à rentrer dans ce genre de mouvement, c'est pas des enfants tout sages, tout sains. Non, il y a le fait de groupe, il y a un bon nombre d'enfants. Oui, non, mais quand on a des enfants aussi têtus, je pense que la recette qui marche, c'est oui, la sensibilisation en amont, mais surtout la sanction pour servir d'exemple, pour qu'à long terme, justement, on ait de moins en moins ce fléau qui se répète. C'est-à-dire que là, ok, on a eu un premier cas, ils ont été envoyés dans un service civique, etc. Ils sont ressortis, mais bon, ils se sentent, bon, ils l'ont fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça, en fait, c'est ça qui est important. Déjà, il faut de la sensibilisation, oui, mais la sanction, quand ça se passe, il ne faut même pas rigoler dessus. Parce que c'est ça aussi l'éducation. Malheureusement, les enfants ne comprennent pas les choses avec la hauteur qu'on a. La première sanction, ça a été Brimpresso. Parce qu'au-delà, enfin, on parlait, et après, on a pris certains, on les a envoyés dans un service civique, dans un centre de redressement. Enfin, on n'a pas voulu l'appeler comme ça, mais bon... Enfin, quand je parle même de sanctions, je parle justement de l'application même de la sanction pénale, en fait, qui a été évoquée. Il faut que ce soit appliqué, et je pense qu'au bout de 2-3 fois, malheureusement, il faut bien 2-3 fois pour que ça serve de leçon. Au bout de 2-3 fois, à long terme, j'espère qu'on ne parlera pas de ça. Les premiers à qui on parle, ce sont les parents, parce que bien souvent, au-delà de faire des communications à la télé, parce qu'on va imaginer que ces plateaux-là, ce n'est pas les élèves forcément de 6e qui regardent, mais c'est les parents qui ont besoin de dire à leurs enfants que désormais, si tu suis un de tes amis, parce qu'il faut qu'on se parle comme ça. Exactement, voilà. Parce que, excuse-moi de t'occuper, Brice, Daouda, tu parlais tout à l'heure d'effets dominants. Enfin, moi, domino, pardon. Moi, je pense que c'est déjà le cas parce que ça fait une myriade d'années que ce phénomène existe. C'est devenu un cercle totalement vicieux. Et puis, pour parler des parents, bon, d'accord, on peut parler des parents, mais moi, je pense qu'on parlait des deux lycéens, collégiens, des deux troubillons qui ont lancé cette opération-là. Mais franchement, ils ont bon dos. Hein, parce que tous ces élèves qui les ont suivis ne sont pas des moutons quand même. C'est parce qu'ils en avaient l'envie. Ils en avaient l'envie. Non, c'était pas, ils se sont parlé entre eux. C'est un mouvement organisé. Hein. C'est un mouvement organisé. En fait, je peux être d'effet domino parce qu'en fait, si l'autorité ne prend pas des mesures claires et nettes au niveau de Zoukoube, si rien n'est fait, on va entendre bientôt dans un collège à Abidjan, à Boaké, à Korogo, et puis paf, c'est parti. Donc il faut que dès maintenant, il faut couper la tête du serpent.
simplement. Sinon, de ces petits malins là. Voilà, donc notre message citoyen, c'est à l'endroit des parents. S'il vous plaît, faites attention à ce que font vos enfants. Parlez à vos enfants. Chers camarades, chers petits frères, chers enfants, ce n'est pas bien. Le phénomène d'un congé anticipé, ce n'est pas une bonne chose. On ne fait pas ça. On ne suit pas son ami juste parce qu'il a dit on ne va pas aller à l'école aujourd'hui. Si on vous attrape, il y a prison dedans. Il y a prison dedans et puis vos parents vont payer, ils ne vont pas vous donner de... C'est compliqué pour vous-même, donc il faut arrêter. Et puis, Arrêtez ça. pas même vous faites là, c'est pour qui? Non, mais et Ça puis- pour vous? Non, c'est parler comme ça. Non, on va parler comme ça. Non, mais Brice, de toute façon, selon les chiffres qu'on a eus ici, ils ont d'autres occupations. Les gars, ils doivent aller réviser leur français, je pense. Enfin, on évoquait. Non, mais c'est vrai. Mais Je veux dire, au lieu de c'est pas en demander. faisant les congés anticipés qu'on pourra renforcer son Franchement, français. en fait. déjà, c'est des Ou au lacunes pire, en même français. apprendre l'hymne national, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent même pas l'hymne national de bout en bout. La Mais canne, vous c'est connaissez bientôt, pas il l'hymne faudra national, bien vous la me demandez chanter. comment s'appelle l'hymne national, vous vous dites ça s'appelle Saluté. Ni même la devise, en fait. Très bien. L'hymne national, Donc, la devise. voilà, on a fait notre part et puis bon, pour le ministère, passez nous voir, s'il vous plaît. On va vous aider, vous accompagner davantage. En tout cas, mieux vous accompagner que ce qu'on est en train de faire maintenant. Ce qu'on a fait, c'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Le ministère, Bravo, Brice. c'est rien à côté. C'est rien à côté. Bon, allez les amis, on va au JT, retrouver Sharon Camara est derrière. Nous serons très très heureux de recevoir sur notre plateau Monsieur Aka Florent Pierre Cros. Il est conseiller du comité central de la quinzaine des droits de l'homme. Avec lui, forcément, on parlera de droits de l'homme. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Grands Talks après le JT, présenté par Sharon Camara. On sera là demain à 19h45 pour un autre moment, pour une autre session d'information. Avec sur notre plateau ce soir, et vous l'avez noté, la magnifique Rayana Assi. Je commence par vous cette fois. Hein, c'est le sourire que vous faites quand vous avez... Parce que depuis que vous m'avez promis que vous allez me donner, j'ai du cœur. Mais j'ai pas dit ce que j'allais te donner. Pardon? J'ai pas dit ce que j'allais te donner. Ah bon, hein? J'ai dit je te donne après, mais j'ai pas dit ce que je te donnais. Il a le rire de la moquerie. Élise de Pogouin, je prononce bien Toujours. maintenant. Toujours. Kevin Obet avec nous et Sa Majesté Daouda a changé légèrement de position pour faire place à notre invité. C'est un galant monsieur Daouda. Notre invité ce soir, je vous disais, c'est monsieur Aka Florent Pierre Cros. Il est conseiller du comité central de la quinzaine des droits de l'homme. Bonsoir monsieur Aka. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Je tiens à souligner que vous êtes là depuis le tout début de l'émission. Donc vous avez patienté un bon bout de temps. Merci, merci beaucoup pour la considération. On espère vous rendre cette considération-là à travers donc ce passage qui évoque la question des droits de l'homme au menu d'une quinzaine nationale. Première question, pourquoi l'idée d'une quinzaine nationale? Qu'est-ce qui motive l'idée de cette quinzaine? Je pense qu'il faut revenir à l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tellement d'atrocités que les pays européens, il y en avait 47 environ, ont jugé nécessaire de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cela s'est fait un 10 décembre 1948 à Paris. Et donc, la commémoration, donc, tous les 10 décembre de chaque année, tous les pays du monde commémorent la Journée internationale des droits de l'homme. Donc, cette année, ce qui fait la particularité du Conseil national de l'ordre des droits de l'homme, le CNDH, c'est que nous estimons qu'une journée ne suffit pas. Et c'est une quinzaine qui va du 1er décembre au 15 décembre, avec 2 journées phares. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. Et le 10 décembre, donc, la journée internationale des droits de l'homme. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est pour vous qui êtes un défenseur des droits humains, aujourd'hui, quel est l'état des lieux des droits humains en Côte d'Ivoire? Alors, ça, c'est une grande question. Parce qu'en fait, ce qui est important de bien cerner dans la notion de droits de l'homme, c'est qu'il y a des avancées et il y a des reculs. Actuellement, le monde vit, si on peut en parler, un recul avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Mais à notre niveau, puisque nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas interférer dans ce qui se passe en Europe, à notre niveau, c'est en ce moment-là qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a une amélioration ou bien il y a un recul? Voilà un peu ce qu'il est. Alors, c'est difficile, hein, parce qu'en fait, sur tout le territoire national, et le Conseil national des droits de l'homme a 31 régions qui sont sous sa coupe avec des présidents de régions.
qui, quotidiennement, nous interpellent, nous font des requêtes par rapport à diverses violations des droits de l'homme ou à des abus. Et nous sommes tenus de donner des réponses à cela. Parce qu'en fait, tout ne peut pas passer par la justice. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a comme une sorte de dynamique qui veut maintenant envisager la médiation. Parce que les juges sont débordés par les dossiers. Les populations, les justiciables se plaignent du fait que les jugements prennent trop de temps. Et vous en parliez tout à l'heure, la jeunesse n'aime pas attendre. Et au bout de quelques temps, elle se fait violence elle-même. Quand il n'y a pas de jugement et que cette jeunesse estime qu'elle a trop attendu, et en ce moment-là, c'est la violence qui s'installe. C'est pour ça que de temps en temps, assez régulièrement maintenant, on voit des conflits communautaires pour des problèmes fonciers, pour des problèmes de dette, de futilité qui entraînent des morts. D'accord. Donc voilà un peu ce que je vous dis. Donc il y a des avancées, il y a des reculs. En Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les droits de l'homme, nous pouvons dire qu'avec le maillage du Conseil national des droits de l'homme, nous apportons un appui. Il faut savoir que le Conseil national des droits de l'homme n'est pas une juridiction. Elle ne fait qu'accompagner, orienter vers des solutions acceptables pour les populations en attendant que la justice prenne la décision. Donc, nous, on constate que, quand même, on peut parler d'avancée. Monsieur Akan, il y a quelques jours de cela, le CNDH a rendu public son rapport, ou du moins a remis le rapport 2022 au chef de l'État, qui a été réceptionné par le ministre en relation des institutions, M. Kafana. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes lignes de ce rapport? Qu'est-ce qui évoque ce rapport sinon? Alors, les grandes lignes, elles sont plurielles. Ce qu'il y a lieu de dire d'abord, c'est que on considère quand même qu'il y a dans ce rapport des améliorations à apporter. Okay. Et parmi ces améliorations, il y a le gros problème des conflits fonciers. Okay. Les conflits fonciers font pratiquement un tiers des requêtes. Okay. Et ça, malgré la loi, les solutions sur le terrain ne sont pas trouvées ou bien il y a une mauvaise interprétation. Il y a aussi les viols, les violences basées sur le genre. Il y a de plus en plus de viols sur le territoire national. Et cela vraiment... en dépit du fait que la législation a été corsée à ce niveau? Malgré... Bon, la législation est assez récente. Hein. Mais ce n'est pas pour cela qu'il doit y avoir de plus en plus de viols. Et puisque vous parlez justement, je fais une digression, dans la journée des droits de l'homme, il y a la remise du prix du CNDH 2022. Et c'était effectivement, le thème, c'était les grossesses en milieu scolaire durant la scolarité. Et cela, malheureusement aussi, on constate que sur près de 7000 collégiens, il y a environ 3400 jeunes filles collégiennes. Et parmi ces 3400, il y a près de 6000 jeunes filles qui ont porté une grossesse en 2021. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un fléau, hein, c'est devenu une préoccupation. Vous avez besoin de précision. Oui, M. Aka, vous avez dit 3000. Oui. Et puis vous avez dit parmi ces 3000, il y a 6000. Je n'ai pas bien compris en fait. C'est 6000 parmi les 6000 collégiens en 2021. OK. 3400 jeunes filles. Et parmi ces... 3400 jeunes filles. Non, excusez-moi. Voilà. 6 millions. 6 millions, ok. 6 millions, pardon. C'est ça. 6 millions de collégiennes. C'est ça. 3 400 000 jeunes filles. D'accord. Et parmi celles-ci, près de 6 000 ont porté des grossesses en 2021. Okay. Donc, c'est pour vous dire que, malheureusement, il y a des efforts à faire sur ce plan-là. Donc, en dehors des conflits fonciers, des violences basées sur le genre, des viols,
il y a aussi beaucoup de litiges d'héritage. Hein, souvent, ces héritages, il y a des agressions aussi. On a vu aussi que la question migratoire a été évoquée. Les soucis concernant la question migratoire, qui jusque-là, selon les aspects que j'ai lus dans le rapport, jusque-là, on n'a pas encore, la législation n'est pas arrivée véritablement à clarifier la question migratoire qui reste plus ou moins une situation un peu difficile et délicate. Délicate, effectivement, le terme est bienvenu, parce qu'en fait, nos pays ont des frontières poreuses. Hein, voyez-vous, on ne peut pas, à proprement parler, de flux migratoires qui viennent s'installer. Il y a ceux qui viennent s'installer, il y a ceux qui repartent. Et l'actualité, malheureusement, est en faveur de ces flux migratoires. Vous savez qu'au Mali, il y a ce qui se passe avec les djihadistes. Le Burkina Faso, le nord du Burkina Faso appartient maintenant aux djihadistes. Donc, il y a un flux migratoire avec les conséquences en matière de terres, de parcelles, de plantations, d'installations. Donc, c'est pour vous dire qu'on est tenté, effectivement, de penser qu'il y a, de dire même qu'il y a une amélioration, mais il y a des détails quand même qui nous laissent perplexes et qui nécessitent qu'il y ait des réflexions approfondies pour trouver des solutions sur le plan réglementaire et sur le plan aussi de l'environnement sociétal. Une question qu'on pose, hein. Vous définissiez tout à l'heure le CNDH, donc le Conseil national des droits de l'homme, comme un organe consultatif, un organe, une force de proposition. Est-ce que justement, lorsque vous remettez ces rapports-là, vous avez l'impression que les conclusions qui s'y trouvent sont prises en compte? Est-ce qu'on vous écoute en vrai? Le rôle du président de la République, à travers son ministre des relations avec les institutions, c'est justement que le ministre puisse lui faire un résumé de nos rapports afin qu'il puisse s'en imprégner et en discuter avec ceux qui sont susceptibles de prendre des décisions. Très bien. Je reformule la question. Alors, ce n'est pas terminé parce qu'en fait, il n'y a pas que le président de la République à qui est destiné ce rapport. Il y a le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Alors justement, je reformule la question en disant, pour les rapports précédents, est-ce que vous avez eu l'impression, par exemple, que des propositions qui avaient été faites ont été prises en compte et que vous avez senti un changement notable, une nette amélioration à partir de ces propositions que vous avez faites? Vous savez qu'au niveau d'un pays comme les nôtres, là, vous pouvez faire des propositions, mais cela ne suit pas nécessairement rapidement. La machine est assez lourde en ce qui concerne les lois ici. C'est ce qu'on a constaté dans d'autres domaines. Vous pouvez faire des propositions et puis il y a une réflexion, il y a un comité de rédaction et cela peut prendre 1 an, 2 ans avant que le texte ne soit finalisé et qu'il arrive de façon prioritaire, parce que tous les textes ne sont pas prioritaires, malheureusement, au niveau de l'Assemblée et au niveau du Sénat. Et une fois qu'il arrive au niveau de l'Assemblée et du Sénat, en ce moment-là, il peut être adopté. Et là, en l'occurrence, ça s'est déjà produit. Vous vous êtes dit, avec beaucoup de satisfaction, ça, c'est nous qui l'avons proposé et ça a été pris en compte. Écoutez, dernièrement, en Conseil des ministres, il y a une communication qui a été faite. Le président de la République a décidé de signer la convention concernant les personnes disparues. Et ça, c'est une avancée, parce que jusqu'à présent, avec tout ce qui s'est passé dans les années 2010, avec ce qu'on a connu ici, la crise militaro-civile, il y a près de 3000 personnes qui ont disparu et pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas de nouvelles. Les veuves sont là et pas de solution. Et quelquefois, sur le plan juridique, il y a des problèmes en ce qui concerne les enfants, tout cela. Donc, le fait que le gouvernement ait décidé de signer ce document et de demander à l'Assemblée nationale de le ratifier, c'est une avancée. Très bien. Kevin. Oui, moi j'ai une question, monsieur, enfin plutôt un cas pratique. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, je prends le cas d'une, comme on les appelle communément, une servante, une fille de maison qui est totalement maltraitée par ses patrons, qui est lésée, qui est malnutrie, qui subit la méchanceté indicible de ses patrons. Quand elle contacte le numéro vert, le 800 00 888, qu'est-ce que le CNDH fait pour elle de façon concrète? Alors,
ce qu'on peut faire, lorsqu'elle nous contacte, bon, bien entendu, il y a la majorité, si c'est une fille qui est mineure, parce que maintenant, les enfants prennent le téléphone, hein, ceux qui sont en âge en dessous de 18 ans. Mais en fait, nous demandons à ces jeunes-là de venir nous rencontrer au CNDH. Et il y a une cellule qui les reçoit et qui trouve des solutions à ces jeunes. Au besoin, on convoque les parents. Et puis, il y a, au niveau de la justice aussi, il y a un organe qui, justement, intervient pour les jeunes en ce qui concerne la précarité de ce genre de personnes, de ces servantes-là. Mais c'est difficile parce que, effectivement, ce sont des enfants qui sont confiés par les parents ou des proches à un couple. Et malheureusement, une fois qu'ils ont remis l'enfant, ou le jeune qui grandit d'ailleurs, il n'y a plus de suivi. De temps en temps, ils viennent prendre un peu d'argent, viennent prendre des choses, mais ils ne vont pas en profondeur pour savoir si cet enfant, cette servante, vit des conditions difficiles ou pas. C'est malheureusement souvent, lorsqu'il arrive un drame, quand souvent là, la famille est informée qu'elle vit dans des conditions de précarité. Mais, Monsieur Aka, vous avez parlé tout à l'heure des différentes difficultés que vous rencontrez justement dans l'évolution même des droits de l'homme. Moi, je me demande finalement, quand on lance une quinzaine, c'est 15 jours d'activisme avec des événements, donc ça demande de l'investissement. Est-ce que vous estimez le retour sur investissement plutôt positif vis-à-vis des avancées qui sont un peu lentes, j'ai envie de dire? On était samedi à Yopougon. À la place Figayo, on a mobilisé près de 3 000 à 5 000 personnes. Kevin Obey y était. Non, mais vous savez, monsieur, je vis à Yopougon, c'est pour ça que tout le monde me regarde. Et pendant cette journée, cette matinée, il y a une animation qui a été faite. On essaie de faire comprendre à la population. Bon, il faut dire que c'est souvent une population féminine avec des notables. Les hommes valides sont au travail, comme on dit, même le samedi. Hein? Donc, on essaie de faire comprendre à la population des faits, des éléments pratiques. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut appréhender, comment il faut apprécier. Et bon, la sensibilisation est faite. Est-ce qu'elle fonctionne? Bon, est-ce que l'application, après la sensibilisation, est mise en pratique? Ça, c'est un autre domaine. Mais on peut quand même, par des statistiques, voir l'évolution des choses. Et effectivement, on ne peut pas, au bout d'une année, avoir une évolution statistique positive, mais quand même, au fil des années, on peut voir. C'est un travail de longue haleine. Ouais. Alors, justement, pour rebondir sur la question de Rayana, elle a parlé de quinzaine. Vous évoquiez 2 grandes dates, celle du 1er et du 10. Ouais. À côté de ça, vous avez un certain nombre d'activités, donc on vous permet de dérouler les activités. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Alors, nous sommes à la fin d'ailleurs. Ah. Nous avons eu le 2 décembre une journée porte ouverte pour les populations qui avaient besoin de conseils juridiques, qui avaient besoin d'orientation. On a donc eu le concours du barreau avec un avocat dans la matinée et un avocat dans l'après-midi. Et même au niveau du CNDH, nous avons un certain nombre de fonctionnaires qui sont juristes, qui ont apporté aussi leur contribution à ces familles, à ces hommes et ces femmes qui venaient prendre des conseils. Le 3, il y a eu ce qu'on appelle la journée dédiée aux handicapés. Hein, donc, nous avons eu donc... c'est un point important à souligner. Ah oui. La question des personnes vivant avec un handicap, en situation de handicap est très importante. Aujourd'hui, dans les entreprises, on demande que soient construites des passerelles pour eux, pour des toilettes. Et le gouvernement a fait... Pour les intégrer dans la fonction publique, dans les emplois et autres, tout ça. Oui, le gouvernement a fait un effort en ouvrant 200 postes cette année pour les handicapés. Et on a le représentant des handicapés parmi les conseillers. Et cette année, d'ailleurs, il a été élu au Conseil des droits de l'homme à Genève en tant qu'expert. Donc, la Côte d'Ivoire est rehaussée par cet événement. Le 4, on a vécu, comment on appelle ça, 2 événements en même temps.
Il y a eu une journée consacrée au droit. Au droit, surtout, il y a eu une conférence qui a été faite à Yamoussoukro sur la défense des défenseurs des droits de l'homme. Et le matin, et l'après-midi, pardon, il y a eu à Bondoukou une conférence qui a été faite sur le problème de la corruption. Voyez-vous. Ensuite, nous avons eu d'autres événements, notamment... En tout cas, là, pour le prochain, vous disiez que c'était la fin, et j'en étais triste. Qu'est-ce qui est prévu pour cette fin de quinzaine? Alors, depuis hier, c'est la journée porte ouverte. Il y a les ministères, les institutions qui nous visitent pour voir dans quelles conditions nous travaillons. Il y a aussi les populations qui vont nous rendre visite aussi, du 12 au 14, donc jusqu'à demain. C'est ça. Et puis l'apothéose, c'est le 15, avec notamment la communication. Aujourd'hui, je suis sur votre plateau. Peut-être demain, je serai sur un autre plateau d'une chaîne concurrente. Voilà un peu pour faire le... Il va pleuvoir dans cette chaîne. Mais en tout cas, l'information, quand vous la passez déjà ici, soyez rassurés qu'elle est entendue par le plus grand nombre. Merci beaucoup, M. Aka, d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes conseiller du comité central de la quinzaine des droits de l'homme. Merci d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, justement, je crois qu'avant de vous laisser, on va abuser un peu de vous. C'est une expression très ivoirienne. Vous êtes conseiller donc, du comité central, je disais, de la quinzaine des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut faire un petit récap, mais en quelques minutes, un petit récapitulatif des droits fondamentaux, des fameux droits de l'homme, là, quelques points de ces droits fondamentaux, un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs avant de partir. Alors, l'article... Ceux qui vous viennent en tête. Hein. Oui, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je pense que le droit à la vie, c'est le premier droit, dans le respect de la dignité de la personne. Le droit à la vie, il ne faut pas... L'enfant qui naît, il faut un droit à la vie. Maintenant, il y a une multitude de droits qui ont été développés depuis 1948. Le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé, le droit d'exercer, les droits d'expression. Donc, il y a une multitude de droits. Et ce qui est important aujourd'hui de dire à la population, c'est que le concept des droits de l'homme n'est pas un concept figé. Il y a une évolution. C'est ça. Il y a une évolution, à tout moment, il y a une évolution. Et cette évolution ne se fait pas par les dirigeants politiques. Elle se fait par la société. Il faut que la société comprenne que quand ils sont confrontés à un problème, il faut trouver des solutions et faire évoluer. Par exemple, le droit à l'enseignement, le droit d'aller à l'école. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème des enfants qui précipitent leur congé. C'est la société qui doit proposer. Et ce ne sont pas les dirigeants sur lesquels on doit toujours compter. Parce qu'effectivement, ces agissements-là portent atteinte à l'avenir de nos enfants. C'est clair. Donc, c'est notre société qui doit proposer des solutions. Très bien. Merci, M. Aka Florent-Pierre Cros, conseiller du comité central de la quinzaine des droits de l'homme. Merci beaucoup. Vous transmettrez toutes nos amitiés, notre considération et même notre amour à notre présidente. Il y a aussi le droit à l'alimentation, on est d'accord? Est-ce que le 15, lors de l'apothéose, il y aura un dîner offert au public? On est en train d'aller vers le droit à la mendicité. Merci Kevin, merci Alizé, merci M. Cros. Restez avec nous, à très très vite pour la suite de notre rendez-vous. C'est le Grand Talk, demain on sera sur ce plateau. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.